C'est arrivé en juin 2009. Après de fortes pluies, les habitants de certaines régions du Japon sont sortis de leur maison en découvrant des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a eu la surprise de voir 13 carpes sur le toit et tout autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où est venue cette pluie bizarre, mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine avait emporté toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a dispersé les animaux un peu partout sur la terre ferme. Les Arcus semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'un orage se prépare. Les magnifiques nuages arc-en-ciel apparaissent au sommet de nuages gonflés, semblables à du coton après un orage. Les nuages cotonneux sont des nuages de basse altitude, ils planent généralement à une altitude d'environ 1800 mètres. Lorsque la vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense, les gouttelettes qui en résultent agissent comme des prismes. Cela forme des chapeaux multicolores au-dessus des nuages. Les nuages dits « gloire du matin » sont extrêmement rares. Ils ressemblent à des tubes massifs qui s'étirent dans le ciel. Ils peuvent s'étendre sur plus de 1000 km, tout en restant relativement bas. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces nuages apparaissent lorsqu'un courant ascendant se comprime à travers le nuage. C'est ce qui crée cet aspect tubulaire caractéristique. L'air frais à l'arrière du nuage les fait rouler vers le bas. Le meilleur endroit, mais pas le seul, pour observer ces nuages est le golfe de Carpentarie en Australie. Si tu décides de t'y rendre pour voir ces nuages, choisis la période allant de fin septembre à début novembre. En 2012, le ciel est d'abord devenu sombre et sinistre, puis jaune. Ensuite, des boules gélatineuses bleues ont commencé à tomber sur le sol. Au Royaume-Uni, un homme a trouvé ces boules dehors pendant une tempête de grêle. Il marchait vers son garage quand il a repéré quelque chose d'inhabituellement brillant parmi les grêlons blanchâtres. Lorsque les chercheurs ont examiné cette pluie de gelée, ils ont découvert que les boules étaient faites de la substance utilisée dans les couches ou le terreau, utilisée pour absorber les liquides. On ne sait toujours pas si les boules sont tombées du ciel, ou peut-être que la fonte de la glace a fait grossir quelques cristaux déjà existants en un clin d'œil. Ces énormes grumeaux blancs au-dessus de ta tête sont appelés des nuages mammatus. Ils peuvent te faire croire que le ciel est en train de tomber. La plupart des nuages se forment lorsque l'air monte dans l'atmosphère, mais pas les mammatus. Ils apparaissent lorsque de l'air humide et frais descend et se mélange à de l'air sec. Le résultat, des nuages uniques en forme de boules de riz soufflées. Au fait, si tu repères ce phénomène, c'est que le mauvais temps n'est pas loin, alors cours te mettre à l'abri. Les nuages nacrés colorés se produisent extrêmement haut dans l'atmosphère, 2 fois plus haut que l'altitude de croisière d'un avion de ligne. L'air à de telles hauteurs est extrêmement sec et froid. Les cristaux de glace des nuages nacrés sont beaucoup plus petits que ceux qui forment les nuages plus communs. Ils diffusent la lumière d'une manière différente, c'est ce qui donne aux nuages leur apparence de nacre. Une pluie de sang semble plus terrifiante que n'importe quel film d'horreur. Mais en réalité, il n'y a rien d'étrange ou de surnaturel dans ce phénomène météorologique. Les gens ont observé de telles pluies teintées de rouge depuis l'époque de la Rome antique. Parfois, des vents puissants soulèvent de la poussière rouge dans l'atmosphère et la transportent très très loin. Au final, cette poussière se mélange aux nuages, ce qui colore la pluie. D'ailleurs, la poussière des mines de charbon peut rendre la pluie noire. Le pollen est responsable des pluies jaunes. Et d'autres types de poussière peuvent rendre la pluie blanche. En Australie, il pleut parfois des araignées. C'est parce que ces créatures peuvent en quelque sorte planer. C'est une façon très inhabituelle de se déplacer. Une araignée grimpe tout en haut d'un grand arbre, puis elle tisse plusieurs brins de soie. Ces brins aident l'araignée à être emportée par le vent. Il n'est pas facile de repérer ces araignées, mais parfois, si le temps est particulièrement humide, elles planent alors en masse. Et là, tu ne peux pas t'empêcher de les voir. Des millions d'araignées migrent pour trouver un autre endroit offrant de meilleures conditions de vie. On pourrait croire qu'il neige dehors, mais non, ce sont des araignées qui dérivent vers le sol. Tu as déjà vu d'énormes disques ronds dans le ciel? Il s'agissait très probablement de nuages lenticulaires. Ils se forment généralement au-dessus de lieux imposants et élevés comme des montagnes ou des collines. Lorsque des vents forts se heurtent à un obstacle, cela crée une vague d'air. L'air s'enroule en quelque sorte autour de l'obstacle. Et plus la barrière est haute, plus l'air qui s'élève au-dessus d'elle devient froid. À un moment donné, l'humidité qu'il contient se transforme en gouttelettes d'eau. Et elle forme ces nuages inhabituels.
Les nuages lenticulaires peuvent ressembler à des vagues, à une pizza ou même à une pile de crêpes. Miam! Les tornades volcaniques sont probablement l'un des phénomènes naturels les plus terrifiants qui soient. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il crache de la roche rougeoyante et des cendres très haut dans les airs. Quant aux morceaux de lave solide et au gaz chaud, ils coulent le long de la pente du volcan. Lorsque ce flux descend, certains des gaz piégés commencent à monter et à tourner en même temps. Ils sont comprimés par l'air environnant, ce qui les fait tourner de plus en plus vite. C'est ainsi que naît une tornade volcanique. Heureusement, ce phénomène a une durée de vie très courte. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû courir pour sauver leur vie. Sinon, ils auraient été frappés par d'énormes morceaux de glace tombant du ciel. Cette tristement célèbre tempête de grêle a d'ailleurs causé des millions de dollars de dégâts. Après la tempête de grêle, la région avait une apparence post-apocalyptique. Des vitrines cassées, des pare-brises de voitures fracassées, des panneaux publicitaires arrachés, des trous dans les toits. Au moins, les chercheurs se sont enthousiasmés lorsqu'ils ont trouvé un grêlon près de la ville de Cullman. Ce monstre, de la taille d'une balle de baseball, mesurait plus de 12 cm de diamètre. Pas étonnant qu'il ait établi un nouveau record à l'échelle de l'État. Les rouleaux de neige se produisent lorsqu'une rafale de vent décide de fabriquer une boule de neige. Elle commence à faire rouler de la neige sur une zone enneigée. Si c'était une vraie boule de neige, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Mais le centre d'un rouleau de neige est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent lorsque le rouleau se forme. Cela le rend plus léger qu'une boule de neige, c'est pourquoi il roule aussi plus loin. Malheureusement, ils sont rares car ils ont besoin de conditions très précises pour apparaître. Les arcs-en-ciel lunaires sont des phénomènes beaucoup plus rares que les arcs-en-ciel normaux. Ils sont causés par le clair de lune et non par la lumière directe du soleil et ne se produisent que lorsque la lune est presque pleine. Ces arcs-en-ciel sont peu lumineux et semblent souvent être blancs, mais ce n'est qu'une illusion. L'œil humain n'est tout simplement pas assez sensible pour capter toutes leurs couleurs. La foudre en boule est une petite sphère de lumière flottante. Elle peut être orange, jaune et même rouge. Parfois, la foudre en boule descend du ciel. Dans d'autres cas, elle apparaît de nulle part, planant à plusieurs mètres au-dessus du sol. Elle n'émet pas de chaleur et produit très peu de son. La foudre en boule peut rebondir sur des objets. Si elle rencontre quelque chose d'électrique, comme un téléviseur, elle disparaît généralement avec un pop silencieux, laissant derrière elle une odeur de soufre. Mais la foudre en boule peut aussi déclencher des incendies ou exploser. Les scientifiques pensent que les boules de foudre pourraient être liées aux orages, mais ils n'ont pas encore de preuves tangibles. Les arcs blancs sont presque blancs, bleu pâle à l'intérieur et rouge pâle à l'extérieur. Tu as plus de chances de voir un arc blanc au-dessus de la mer ou de l'océan froid lorsque de l'air chaud entre en contact avec de l'eau beaucoup plus froide. Ce phénomène se produit aussi lorsque le soleil est brillant et que le brouillard est suffisamment fin pour que la lumière puisse passer. Les cheveux de Pelé sont de fins fils de lave. Ils sont dorés et jolis, mais n'imagine même pas les ramasser, car ils peuvent te blesser. Le vent attrape parfois de petites gouttelettes de lave provenant de volcans actifs. Ces gouttelettes sont transportées à des kilomètres de l'éruption. Ils sont étirés en fils de verre très fins, aussi appelés lave capillaire. Certains fils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. En mars 2018, ceux qui ont regardé le ciel dans le nord du Nevada ont vu l'un des nuages les plus rares et les plus bizarres qui soient. C'est un nuage en fer à cheval. Un tel vortex se produit lorsqu'un nuage plat se déplace au-dessus d'une colonne d'air chaud ascendant. Cet air donne non seulement au nuage sa forme impressionnante, mais ajoute aussi un peu de rotation à son mouvement. Mais il faut être rapide. Les nuages en fer à cheval sont très fugaces et ne durent généralement que quelques minutes. Les fleurs de givre fleurissent sur la glace récemment formée de l'océan Arctique ou sur la fine glace des lacs. Ce sont des cristaux de glace fragiles et délicats. Ces structures poussent pendant les changements de température. Elles attirent l'humidité de la surface de la glace et s'élèvent, capturant les bactéries et le sel. Tu peux aussi trouver des fleurs de givre en Antarctique, mais quel que soit l'endroit où ces cristaux poussent, les gens en savent malheureusement très peu sur eux, même s'ils sont incroyablement jolis. Tu te trouves sur un bateau quand tu remarques de l'écume à proximité. On dirait qu'un énorme navire vient de couler à cet endroit, mais tu ne vois là aucun débris. De la vapeur s'élève au-dessus de l'eau et de grosses bulles apparaissent à la surface. Au bout de quelques minutes, tu vois un petit morceau de terre émerger juste sous tes yeux. Il libère des flammes et de la lave. Des millions de litres d'eau s'évaporent de la bouche du volcan.
Terrifié, tu t'éloignes de cet endroit. Pendant les 3 prochaines années, le petit îlot couvert de volcans sortira lentement de l'eau. Chaque jour, il entrera en éruption et emplira le ciel de cendres noires. Lorsque la cendre se déposera, elle se mélangera à l'eau pour former un rivage. Cette éruption a duré 3 ans. Et finalement, en 1967, l'île de Surtsey, sur la côte sud de l'Islande, était entièrement formée. Surtsey est l'une des rares îles qui est émergée des profondeurs jusqu'à la surface de la mer. Mais il est presque impossible d'y accéder. L'île possède un écosystème unique. Et les chercheurs veulent découvrir comment il va se développer sans influence humaine. Seules quelques personnes au monde ont la permission de se promener sur cette île. Depuis de nombreuses décennies, les esprits sont préoccupés par le mystère de l'île de Pâques. Un morceau de terre volcanique isolé, loin dans l'océan Pacifique. Mais notre planète abrite des milliers d'îles solitaires de ce genre. Qu'est-ce que celle-là a de si particulier ? Le mystère ne se cache pas dans l'île elle-même, mais dans les statues de pierre géantes qui la recouvrent. Qui a créé ces énormes têtes de pierre célèbres dans le monde entier ? Ont-elles servi à quelque chose de précis ? Rapa Nui, qui est le nom donné à l'île de Pâques par ses habitants, est aujourd'hui le territoire du Chili et se trouve dans le sud de l'océan Pacifique. Et elle est si loin de tout que tu peux facilement la considérer comme l'un des endroits les plus reculés de la carte. Le seul moyen de transport qui puisse t'y emmener est l'avion. Si tu désires accéder à cette destination, tu devras passer 5 heures à bord d'un vol de Santiago jusqu'à l'île de Pâques. Ces statues portent le nom de Moai. Elles ont commencé à être sculptées entre le XIIIe et le XVe siècle. Les sculptures de Rapa Nui sont facilement reconnaissables grâce à leur visage particulier. Elles ont de longs nez, des mentons volontaires, des oreilles rectangulaires, de lourds sourcils et des yeux profondément enfoncés. Il est assez curieux que leurs narines se recourbent comme elles le font. Au début, les gens pensaient que les statues n'étaient composées que de leur tête. Mais à leur grande surprise, il s'est avéré que des corps complets étaient rattachés à celles-ci. Cela n'a été découvert que lors de fouilles récentes, en mai 2012. Les corps étaient simplement cachés sous terre. Pourtant, les têtes de ces statues, visibles au premier coup d'œil, représentent les 3/8 de la taille de chaque statue. Quant aux bras, ils sont sculptés contre les corps, reposant dans différentes positions. La plupart des statues, 834 sur les 887 recensées, ont été sculptées dans un matériau appelé tuff, qui est en fait de la cendre volcanique compressée. Curieusement, toutes les statues, à l'exception d'un groupe, sont tournées vers l'intérieur des terres, ce qui signifie qu'elles tournent le dos à l'océan. La raison en est peut-être la croyance qui voulait que ces statues soient les protectrices des villageois. C'est pourquoi elles dominent la petite colonie. Les seules sculptures qui ne correspondent pas à ce schéma se trouvent à Aou-Akivi, un lieu sacré pour le peuple de Rapa Nui. On se demande encore comment des statues d'un poids aussi conséquent ont pu être réparties sur toute l'île. De plus, en 1722, les premiers Européens n'y ont rencontré qu'une petite population locale, comprenant entre 1,5 million et 3 000 individus. Comment un nombre si réduit pourrait-il expliquer les centaines de statues présentes sur l'île ? Le mystère qui entoure la façon dont les Rapa Nui sont parvenus à déplacer ces statues a mis les chercheurs au défi pendant bien longtemps. Dans les années 80, certains ont même décidé de recréer une de ces statues et d'étudier la possibilité de la déplacer ensuite. Plusieurs décennies ont passé et un autre groupe de chercheurs américains a suggéré que les habitants de l'île auraient pu attacher des cordes autour des énormes statues et les mouvoir ainsi en reproduisant une sorte de marche. Ils ont étayé leur théorie par la pratique en déplaçant une réplique grandeur nature au moyen de cette méthode. En fait, leur idée pourrait expliquer pourquoi le folklore de Rapa Nui affirme que les statues étaient capables de marcher grâce à leur magie. Et elle explique, bien sûr, la façon dont les statues ont été transportées à l'endroit prévu. Notre prochain arrêt se trouve au Brésil, bien loin de Sao Paulo. C'est là que tu peux trouver une île à laquelle il est presque impossible d'accéder. Mais si tu y parviens, il est peu probable que tu la quittes un jour. On l'appelle l'île aux serpents. Il n'y a aucun autre endroit sur la planète où l'on trouve une telle concentration de ces reptiles. Ils sont les seigneurs et maîtres de l'île, car aucun autre animal ne peut survivre parmi eux. Les serpents qui se trouvent ici figurent parmi les espèces les plus venimeuses au monde, les trigonocéphales insulaires. Leur venin est extrêmement puissant et agit très rapidement. Si tu laisses ce reptile mordre un morceau de viande crue, par exemple, l'endroit autour de la morsure commencera à fondre. C'est super encourageant. Imagine que tu te trouves sur cette île et que les serpents ne te mordent pas. Bon, la chose la plus intéressante que tu puisses y trouver est un vieux phare.
Il est caché par le feuillage dense de la jungle environnante. Des gens ont vécu sur cette île il y a très longtemps, et la rumeur prétend que les derniers gardiens se trouvaient dans le phare lorsque les serpents ont fait irruption. Personne n'y a vécu depuis. La façon dont ces serpents uniques sont apparus sur l'île reste un mystère. La légende la plus répandue voudrait qu'un pirate soit venu ici il y a longtemps. Il aurait caché son trésor quelque part sur l'île, puis aurait laissé quelques serpents à l'endroit où le coffre était caché. Le pirate espérait que les reptiles éloigneraient les curieux de son or et de ses joyaux. Mais depuis, ces quelques serpents ont réussi à accroître leur population de plusieurs milliers. Et il paraît que certains d'entre eux portent des bijoux. Non, là je plaisante. Même si tu voulais te rendre sur l'île, pour une raison ou pour une autre, sache que les gardes-côtes t'en empêcheraient. Seules quelques personnes, affublées de combinaisons de protection spéciales, peuvent s'y rendre pour mener des recherches scientifiques. Suzy arrive à bord d'un petit bateau. Dès qu'elle met pied à terre, elle se met à filmer en direct sur son téléphone. Partout sur l'île, elle enregistre des poupées suspendues à des arbres. Elles ont toutes des vêtements, des tailles et des visages différents. On compte environ une douzaine de ces jouets effrayants sur chaque arbre. La pluie et le soleil brûlant ont déformé leurs visages. Elles sont recouvertes de mousse et de verdure et ont pris des formes sinistrement effrayantes. Il y a des rumeurs selon lesquelles elles prendraient vie la nuit. Tu veux vérifier ? Écrit l'un des abonnés. Pas de problème, rétorque Suzy. Le soleil descend sous l'horizon et l'obscurité s'abat sur la forêt. Suzy se promène parmi les arbres. La lune éclaire son chemin. Elle fait un feu pour se réchauffer. À ce moment-là, elle entend un bruit étrange. Elle remarque des mouvements du coin de l'œil. Son téléphone s'éteint. Suzy lève les yeux et voit qu'une des poupées, éclairée par les flammes, tourne la tête dans sa direction. Elle hurle et s'enfuit de cet endroit en courant. Bien sûr, la poupée n'a pas bougé. On peut remarquer un petit oiseau posé derrière sa tête. Quelques jours plus tard, Suzy a découvert qu'un habitant de Mexico s'était installé sur l'île dans les années 50 et l'avait remplie de jouets. Après avoir récupéré des poupées dans les décharges et les canaux de l'île, il a passé plusieurs années à décorer chaque arbre. Au début, cela avait l'air étrange et excitant pour les touristes. Puis, à mesure que les poupées ont commencé à vieillir et à pourrir sur place, cet endroit est devenu encore plus attrayant. Il existe plusieurs mythes sur les raisons de l'obsession de cet homme. Bon, Suzy en a assez de ces mystères et de ces endroits glauques. Maintenant, elle aimerait admirer quelque chose de majestueux créé par la nature. Elle se rend dans le parc national de Sequoia, en Californie, où poussent les arbres les plus hauts. Elle admire Bush Bay, l'un des plus grands arbres du monde, un séquoia géant. On l'appelle le général Sherman, et il a environ 2000 ans. Le seul volume de cet arbre est comparable à la moitié de celui d'une piscine olympique. En dépit de son âge, ce n'est toutefois pas le plus vieux. On trouve des séquoias dans le parc qui sont apparus il y a 3000 ans. Et l'arbre le plus haut du monde pousse ici, en Californie. C'est encore une fois un séquoia, répondant au nom d'Hyperion. Il représente près d'un tiers de la hauteur de la tour Eiffel. Imagine la vue qu'on peut avoir depuis la cime de l'arbre. À présent, Suzy se rend sur l'île de Madagascar. Elle y va pour voir des baobabs uniques. On dirait que quelque chose les a arrachés du sol, les a retournés et les a replantés là. Les baobabs font partie des arbres les plus majestueux au monde, et un grand nombre se trouve ici, dans l'allée des baobabs. Mais tu peux aussi en voir en Australie, ainsi qu'en Afrique du Sud. Leurs troncs sont semblables à des éponges. Ils se dilatent et absorbent l'humidité pendant la saison des pluies. Les éléphants aiment particulièrement la boire. Ils arrachent les parties du tronc et les mâchent pour étancher leur soif. La nuit, des fleurs éclosent sur les baobabs. Elles exhalent un parfum de lait caillé et attirent les chauves-souris. Mais la chose la plus intéressante est que le baobab ne se dessèche pas pour finir par tomber comme les autres arbres à la fin de sa vie. Il s'effrite, se tasse et laisse un tas de débris derrière lui. À Westbrook, dans le Maine, les gens ont vu un énorme disque de glace en janvier 2019. Ce disque ressemblait à un manège hivernal. Il tournait dans le fleuve Presumpscot. Les habitants lui ont donné toutes sortes de noms. Le plateau tournant de glace, la roue de la fortune gelée, j'en passe, et des meilleurs. On estime qu'il mesurait environ 91 mètres de large, ce qui en fait l'un des plus grands disques de glace jamais vus. Curieusement, les disques de glace en rotation ne sont pas une nouveauté. On en a déjà vu en Russie et dans l'État de Washington. Ils formaient presque toujours des cercles parfaits. Mais comment ces disques apparaissent-ils ? En 1997, des scientifiques se sont dit que c'était l'eau
qui les causait, en créant un effet de tourbillon, lissant la glace et la rendant parfaitement circulaire. En 2016, d'autres scientifiques ont affirmé que les courants fluviaux aidaient à la formation de ces disques, mais que c'était les changements de température qui les faisaient tourner. L'eau tiède ou chaude fait fondre et couler la glace, ce qui crée un tourbillon qui fait tourner le disque. Plus l'eau est chaude, plus le disque tourne vite. Avez-vous déjà entendu parler des lumières de Hesdalen en Norvège? Non, ce ne sont pas des aurores boréales. Ce sont des sortes de boules incandescentes. On en observe régulièrement depuis au moins les années 30. Ces merveilles lumineuses se présentent sous diverses couleurs. Parfois elles clignotent, d'autres fois, elles se contentent de briller. Les lumières de Hesdalen peuvent apparaître 10 à 20 fois par semaine. Elles apparaissent aussi bien le jour que la nuit. Elles peuvent durer quelques secondes ou rester en vol stationnaire pendant plus d'1 heure. Il est intéressant de noter que personne n'a la moindre idée de ce qu'elles sont exactement. Parmi les efforts déployés pour comprendre ces lumières, citons le projet Hesdalen, lancé en 1983, et d'autres projets ultérieurs, comme le projet Triangle. Malgré les recherches, il n'y a pas de consensus sur l'origine de ces lumières. Certains pensent donc qu'il s'agit de corps célestes, d'autres des avions, d'autres encore des mirages. Selon une théorie, ces lumières seraient causées par de la poussière en suspension, tandis qu'une autre mentionne le plasma formé par l'air ionisé et la poussière résultant de la désintégration du radon. Les roches sonnantes sont un phénomène géologique intéressant que vous ne connaissiez probablement pas, et c'est notre prochaine étape sur la route des phénomènes naturels mystérieux. Vous les trouverez dans le comté de Bucks, aux États-Unis. Si vous frappez ces roches avec un marteau ou une autre pierre, elles se mettent à sonner. Les scientifiques les ont étudiées, mais le mystère reste entier. Il existe également différentes hypothèses à ce sujet. La taille et la forme des blocs rocheux, ainsi que la façon dont ils sont empilés, peuvent affecter les sons qu'ils produisent. Mais cela n'explique pas pourquoi ils produisent un son. On décrit celui-ci comme métallique, mais il est probablement dû à la densité et à la tension interne des roches, et pas seulement à leur teneur en fer. Une expérience réalisée dans les années 60 a suggéré que les sons provenaient d'une tension interne, et non d'une quelconque altération extérieure. Les roches situées au milieu des terrains présentent une expansion ou détente après avoir été coupées, ce qui indique la présence d'une tension élastique interne. Une altération lente dans les champs secs pourrait être à l'origine de ces tensions. La théorie des tensions résiduelles suggère que ces blocs rocheux agissent comme des cordes de guitare. Un bloc déstressé produit un bruit sourd, tandis qu'un bloc stressé résonne à différentes fréquences. Les blocs peuvent continuer à sonner après avoir été éloignés de leur champ, et on dit que certains de ces rochers ont été volés. Il n'y a plus de petits sonneurs dans la plupart des champs, et en brisant de gros blocs, on fait cesser les sons. D'imposantes machines sont nécessaires pour déplacer les petits blocs, qui pèsent plus d'1 tonne. Parlons des boules de feu des Nagas. Elles n'apparaissent que le long du Mékong, en Asie. Ces boules de feu se trouvent sur un tronçon de 250 km du fleuve. Rougeoyantes, elles s'élèvent naturellement de l'eau vers le ciel. Elles peuvent faire la taille d'une étincelle ou d'un ballon de basket. Selon les habitants, il y aurait entre quelques dizaines et quelques milliers de boules de feu par nuit. On peut les observer tout au long de l'année. Mais elles semblent se manifester le plus souvent au moment de la pleine lune et à la fin de l'automne. Pourquoi? Personne ne le sait. Certains ont tenté d'expliquer scientifiquement le phénomène. Une théorie suggère que de la phosphine provenant des marécages pourrait en être à l'origine. Cependant, les sceptiques affirment qu'il est peu probable qu'une combustion spontanée soit à l'origine du phénomène. Selon une autre explication, il s'agirait d'orbes de plasma créés par l'électricité de surface et flottant librement. Toutefois, ce phénomène se produit généralement dans des environnements contrôlés lors d'expériences et non de manière naturelle. Nous avons ensuite la foudre en boule. Il s'agit d'une chose très rare, une boule incandescente qui apparaît dans l'air. Elles apparaissent en général près du sol pendant les orages, en même temps que les éclairs normaux. Elles peuvent être rouges, oranges, jaunes, blanches ou bleues, et sont souvent accompagnées d'un sifflement et d'une odeur désagréable. Ces sphères lumineuses sont rapides. Elles ne durent que quelques secondes, tournent en rond, puis disparaissent, parfois en silence, parfois avec un petit bruit sec. La foudre en boule peut sembler dérangeante, mais elle est généralement inoffensive. Bien sûr, il arrive qu'elle brûle ou fasse fondre des objets, mais
elle n'est pas là pour nous nuire. Les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui cause ce phénomène, ni de son lien avec la foudre ordinaire. Certains ont évoqué un comportement étrange de l'air ou des gaz, un plasma de haute densité ou même un tourbillon de gaz incandescent. Même le rayonnement micro-ondes piégé dans une bulle de plasma figure sur la liste. Mais ne confondez pas la foudre en boule avec la foudre en perles. Il s'agit d'un phénomène différent, qui ressemble davantage à un chapelet de perles et qui se produit lorsqu'un éclair se maintient pendant une bonne seconde. Chut, nous sommes maintenant dans la zone silencieuse de Mapimi. Il s'agit d'un endroit situé près de Bolson de Mapimi au Mexique. L'histoire raconte que dans cette zone désertique, il est impossible de capter des signaux radio ou de parler à qui que ce soit. En juillet 1970, une fusée en provenance de l'Utah a dévié de sa trajectoire et a atterri ici. Elle transportait du cobalt. Les autorités ont dû évacuer des tonnes de terre du site de l'accident. Aujourd'hui, grâce au nettoyage, la zone silencieuse fait l'objet de nombreuses légendes. On parle d'un étrange phénomène magnétique qui perturbe les radios, de plantes et d'animaux qui subissent des mutations. Les habitants suivent le mouvement, ce qui stimule le tourisme dans la région. Très bien, nous pouvons maintenant parler un peu du Soleil. Il ne s'agit pas seulement d'une grosse boule de feu, il possède une couche extérieure appelée couronne. Il s'agit d'une sorte de veste solaire invisible composée de gaz. En général, vous ne pouvez pas la voir parce que le Soleil est très brillant. Mais il y a une astuce. Lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil, la couronne apparaît, toute brillante et blanche. La couronne est brûlante, plus chaude encore que la surface du Soleil, ce qui est assez étrange. Les scientifiques se sont donné pour mission d'élucider ce mystère. Ils ont découvert ce qu'on appelle des bombes thermiques, qui partent du Soleil et se dirigent envers la couronne, explosant et réchauffant la surface. Mais ce n'est peut-être qu'une partie du puzzle. La surface du Soleil est comme un terrain de jeu couvert de champs magnétiques. Ces champs magnétiques créent des formes intéressantes, par exemple des boucles et des serpentins. Les télescopes nous permettent d'observer ces formes de près. La couronne s'étend relativement loin et émet ce qu'on appelle des vents solaires partout dans le système solaire. Ces particules sont si rapides qu'elles échappent à la gravité de notre bel astre. Et puis il y a un endroit sympa, la plage de Kuala Selangor que vous ne pouvez visiter que lorsque la marée est basse. Les horaires changent tous les jours et vous ne pouvez pas y accéder lorsque la marée est haute. La plupart du temps, la plage est cachée sous la mer et ne figure même pas sur la carte. Mais quand la marée est bonne, elle apparaît. Un peu comme la version malaisienne du Salar d'Uyuni. Les gens l'appellent le miroir du ciel. Car lorsqu'il n'est pas immergé, il reflète merveilleusement le ciel. Un endroit génial pour des photos vraiment belles. En plus d'être un endroit idéal pour voyager, il abrite également une faune et une flore très diverses. Par exemple, des palourdes et d'autres coquillages qui vivent sur ces rivages sablonneux. Les rives du lac Supérieur, dans le Michigan, abritent des roches youperlites lumineuses, un phénomène naturel de roches syénites riches en minéraux sodalites fluorescents. Ces roches brillent sous la lumière ultraviolette, offrant de magnifiques motifs à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsqu'on a trouvé ces roches pour la première fois, on n'a pas pu les identifier comme un type de roche existant. Bien qu'elles aient été trouvées principalement dans le lac Supérieur, leur origine les fait remonter à des millions d'années. Elles se sont formées à partir de zones épaisses de la croûte continentale du Canada. Elles ont ensuite lentement suivi les calottes glaciaires continentales avec les glaciers il y a quelques milliers d'années. Les phénomènes naturels se présentent sous de nombreuses formes, et l'humanité n'a plus qu'à admirer leur mystérieuse beauté. On a longtemps cru que de l'or caché se trouvait à la fin des arcs-en-ciel. C'est un vieux conte qui remonte à l'époque où les Vikings enterraient leur or en Irlande. Les philosophes et les érudits avaient déjà compris comment les arcs-en-ciel se formaient avant cette époque. Les arcs-en-ciel sont une illusion d'optique, le résultat de la réfraction et de la réflexion. Cette combinaison se produit quand la lumière blanche est diffusée à travers les gouttelettes d'eau sous de multiples angles et qu'elle se disperse en un prisme continu de couleurs. Tous les arcs-en-ciel dont tu es témoin sont doubles, même si la deuxième bande n'est pas toujours visible, car une plus grande quantité de lumière blanche s'échappe en étant plus dispersée. La lumière s'échappe vers le haut, contrairement à celle de l'arc primaire qui va vers le bas. Dans certaines cultures, on croit que les aurores boréales ont été créées par un grand renard de feu traversant les cieux.
D'autres pensent qu'elles ont été créées par les panaches de grandes baleines. Dans de nombreuses cultures nordiques, on était persuadé que c'était un signe de nouvelles positives. La façon dont elles se produisent est toujours intrigante, mais d'une manière plus scientifique plutôt que mythique. Les grandes tempêtes solaires causées par le Soleil, situées à près de 150 millions de kilomètres, envoient des vagues de particules solaires chargées dans l'espace dans toutes les directions. Lorsque la Terre croise le chemin de l'une de ces ondes, le champ magnétique et l'atmosphère réagissent. Lorsque les particules chargées du Soleil frappent les atomes de l'atmosphère terrestre, les électrons passent à un état d'énergie plus élevé. Puis, lorsqu'ils retombent à une forme d'énergie inférieure, créant ainsi les aurores sur les pôles nord et sud. Les volcans sont une manifestation fascinante de la nature. Ils se forment lorsque de la roche fondue chaude, des cendres et des gaz s'échappent d'une ouverture à la surface de la Terre. La roche fondue et les cendres se solidifient en refroidissant, créant le bec du volcan qui entre en éruption et pousse davantage de cendres dans le ciel. Le phénomène naturel d'un volcan combiné à la foudre est un tout autre spectacle. Lorsqu'un volcan émet des nuages de cendres denses près du sol, les particules se frottent les unes aux autres, créant de l'électricité statique, ce qui entraîne des éclairs au-dessus du volcan. Lorsque les nuages de cendres s'élèvent vers la stratosphère, les particules de glace qui se heurtent peuvent créer de grands éclairs. Cette combinaison est similaire à la façon dont un nuage d'orage produit des éclairs. Les orages se forment généralement en fin d'après-midi, lorsque le soleil a suffisamment chauffé la Terre et l'atmosphère pour créer l'environnement adéquat. L'air chaud et humide s'élève dans l'air froid, provoquant de la condensation et envoyant des gouttes d'eau refroidies dans l'atmosphère, où elles se réchauffent et s'élèvent à nouveau. Un orage supercellulaire est susceptible de se transformer en tornade. Cela se produit lorsque l'air chaud s'élève à travers l'air plus froid, provoquant un courant ascendant. Il tourne avec des vents rapides, soufflant dans différentes directions. Au fur et à mesure que l'air chaud est aspiré et que la rotation augmente, l'air froid du courant jet, accompagné de vents forts dans l'atmosphère, fournit de l'énergie supplémentaire pour alimenter le courant. L'air humide forme un nuage en entonnoir qui grandit, descend vers le sol et donne naissance à une tornade. Les États-Unis ont le plus grand nombre de tornades au monde, à raison d'environ 1200 par an. Elles sont aussi parmi les plus destructrices et leur taille est bien plus importante qu'ailleurs. Elles sont particulièrement violentes dans ce que l'on appelle la Tornado Alley, avec l'air sec de moyenne altitude venant des Rocheuses et l'air froid venant de la moitié nord du continent. La civilisation déchue de l'Atlantide a été un mythe populaire romancé par la science-fiction et d'autres croyances. De nombreux lieux ont été suggérés quant à son véritable emplacement. L'un de ces nombreux lieux supposés a été l'œil bleu du Sahara ou la structure de Risha. Bien qu'il s'agisse d'une hypothèse intéressante, cette formation géologique s'est constituée au cours de millions d'années. L'activité volcanique a initialement soulevé tout le paysage autour de l'œil et, au fil du temps, la structure s'est érodée et effondrée sur elle-même. Finalement, cela a formé des couches de roches, comme celle d'un oignon, et le grand œil que l'on peut voir depuis le ciel. Mais à part la beauté du site, il n'y a aucune preuve solide pour affirmer que les Atlantes y ont réellement résidé. Il existe plusieurs endroits dans le monde avec des lacs roses. Cette couleur unique est le résultat d'une certaine quantité de lumière solaire et de chaleur dans une masse d'eau à forte teneur en sel. Seuls des microbes spécifiques peuvent résister à des conditions aussi extrêmes. Ils produisent et recueillent des caroténoïdes, qui sont une classe de produits chimiques végétaux que l'on trouve dans les cellules des plantes pour aider à absorber la lumière du soleil. Comme les microbes aident à créer les algues roses, les crevettes saumonées qui se nourrissent de ces algues deviennent également roses, tout comme les plumes des flamants roses qui se nourrissent des crevettes et des algues. Pendant des décennies, le mystère des pierres mouvantes dans le désert a laissé les gens perplexes. Certaines pierres, aussi lourdes qu'un humain, se déplaçaient d'une façon ou d'une autre sur le sable, laissant une longue trace derrière elles. Pourtant, lorsqu'on les observait, les pierres étaient totalement immobiles. Seule une technologie avancée utilisée pour surveiller leurs mouvements a permis de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une farce et que les pierres n'avaient pas leur propre esprit. On a ainsi découvert que, pendant l'hiver, la fonte des plaques de glace permettait aux pierres de se déplacer dans toutes les directions avec l'aide de vents légers. Les pierres peuvent se déplacer jusqu'à 5 mètres par minute. Une fois par an, le crabe de l'île Christmas participe à un phénomène étonnant. Sa période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies, entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes sont prêts, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en hordes massives vers la mer.
On observe alors une mer de crabes rouges qui se comptent par millions, alors qu'ils traversent l'île, créant des barrages et se frayant un chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs œufs puis reprennent leur chemin, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Les cercles de culture sont un mythe populaire sur Terre, mais sous l'eau, ils se produisent naturellement sans l'intention d'essayer de tromper les gens. Les poissons-globes mâles passent 7 à 9 jours à réaliser laborieusement des motifs complexes dans le sable fin, en espérant qu'une femelle s'approche et apprécie leur œuvre d'art. Malheureusement, ces motifs sophistiqués ne sont pas conservés une fois l'objectif atteint. Ils s'effacent rapidement après avoir été réalisés, ce qui fait qu'il est rare que les humains les découvrent. On peut imaginer la réaction du premier plongeur lorsqu'il est tombé sur ces motifs étranges. Les déserts ne sont pas les endroits les plus propices à la croissance de fleurs, mais ils ont en commun une rose particulière qui pousse dans chacun d'entre eux, partout dans le monde. La rose des sables ne pousse pas biologiquement, mais est formée de grappes de cristaux à base de gypse ou de baryte. Ces cristaux forment une série circulaire de plaques plates qui donnent à la roche une forme similaire à un pétale de rose. La texture et les tailles peuvent varier selon le désert d'où ils proviennent et le type de sable qui se trouve dans l'environnement. La bioluminescence, qui est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant, est un phénomène que partagent de nombreuses espèces sur Terre. Les algues créent une lueur éthérée dans l'océan pendant la nuit. Ces minuscules organismes marins brillent avec le mouvement régulier des vagues, ce qui est communément observé sur certaines plages. La lumière est activée par le mouvement. En groupe massif, ils apparaissent comme des étoiles, scintillant par millions. Les animaux qui ont la capacité de s'illuminer l'utilisent de différentes manières dans leurs environnements uniques. Les méduses, qui flottent sinistrement dans les profondeurs, émettent une lueur pour avertir les prédateurs potentiels. Les minuscules bactéries visibles uniquement au microscope utilisent leur lumière comme une forme de communication. Les poissons des profondeurs, comme la baudroie, utilisent une lumière au bout de leur tête comme appât pour imiter les poissons plus petits et les attirer vers eux. Les lucioles brillent la nuit pour attirer des partenaires potentiels. Et les coléoptères et latéridés émettent une lumière orange lorsqu'ils sont dérangés, l'utilisant comme un mécanisme de défense. Tu te promènes par une chaude après-midi d'été. L'herbe est verte, le soleil est haut dans le ciel et soudain, tu te sens couler. Tu commences à paniquer, mais tu te relèves aussitôt. Tu testes tes appuis et sautes légèrement. L'herbe rebondit sous tes pieds comme un trampoline. Ce phénomène est causé par la liquéfaction du sol. L'excès d'eau provenant de fortes pluies ou d'inondations est piégé dans le sol, ce qui le rend détrempé. Le sol se comporte alors temporairement comme un matelas d'eau géant. Bien qu'il puisse être tentant de courir et de rebondir sur cette herbe élastique, il vaut mieux faire attention. L'herbe peut potentiellement s'ouvrir et si quelqu'un tombe au travers, il lui sera très difficile d'en ressortir. Un volcan en éruption est déjà un spectacle assez terrifiant, avec ses nuages de fumée noire et sa lave chaude en fusion qui coule. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il peut produire des éclairs. La foudre volcanique est assez difficile à étudier, si bien que les scientifiques ne savent pas ce qui la provoque exactement. Une théorie courante est que pendant une éruption, les cendres accumulent tellement de friction qu'elles créent une accumulation d'électricité statique qui déclenche alors la foudre volcanique. Un tourbillon de feu ou une tornade de feu est exactement ce que son nom indique. Ils se produisent lorsque les vents au sol ramassent les flammes et transforment les braises en une force tourbillonnante. Ces colonnes de feu tournoyantes peuvent atteindre une hauteur de 300 mètres, mais heureusement, elles ne durent que quelques minutes. Les tornades de feu sont plutôt rares, mais elles peuvent être extrêmement dangereuses. À Tokyo, en 1923, un grand incendie dans toute la ville a produit une gigantesque tornade de feu. Elle a duré 15 minutes et a dévasté la ville, causant d'importants dégâts et faisant 38 000 blessés. Par une froide nuit d'hiver sans nuages, tu as peut-être eu la chance d'être témoin de faisceaux colorés de lumière bleue et orange s'élevant vers le ciel. C'est ce qu'on appelle des piliers lumineux. Ils se produisent lorsque la lumière est réfléchie par de minuscules cristaux de glace qui flottent dans l'atmosphère. Ces piliers sont plus courants dans les pays froids et nordiques, comme le Canada ou la Russie. Nous avons tous vu les arcs-en-ciel colorés que le soleil produit, mais il est beaucoup plus rare de voir un arc-en-ciel illuminer le ciel nocturne produit par la Lune. C'est ce qu'on appelle un arc-en-ciel lunaire. Il est brillant et coloré comme un arc-en-ciel et se produit lorsque la lumière de la Lune se reflète sur des gouttelettes d'eau dans le ciel. Les arcs-en-ciel lunaires sont incroyablement rares et ne peuvent se produire que dans des conditions spécifiques.
La lune doit être basse, le ciel doit être sombre et la pluie doit tomber directement à l'opposé de la lune pour créer un arc-en-ciel lunaire. Si tu te promènes au clair de lune sur la plage la nuit, tu pourrais tomber sur le phénomène étrange d'une plage bioluminescente. Cela se produit lorsqu'un micro-organisme présent dans l'eau, appelé plancton, est agité par le mouvement des vagues et dégage une couleur bleue vive. Ces micro-organismes ont tendance à vivre dans des eaux plus chaudes, donc tu trouveras plutôt ces plages luminescentes dans des endroits comme les Maldives, Porto Rico ou la Floride. En Antarctique, tu verras peut-être les célèbres chutes de sang. De l'eau de couleur rouge sang se déverse du glacier Taylor à partir d'un lac souterrain. Les scientifiques pensaient à l'origine que cette couleur étonnante était causée par un micro-organisme similaire aux plages luminescentes du plancton. Mais après d'autres études, on a découvert que l'eau contenait des niveaux anormalement élevés de fer qui s'oxydent et se transforment en rouille à la seconde où ils entrent en contact avec l'air. Dans les climats froids, où les lacs sont gelés toute l'année, si tu regardes de très près sous les eaux glacées, tu remarqueras des bulles gelées piégées dans la glace. Ce sont de petites poches de méthane gazeux. Les bactéries présentes dans l'eau se nourrissent d'autres organismes et les digèrent pour produire du méthane. Le méthane se transforme en bulles flottant dans l'eau gelée, piégées sous les couches de glace. Les nuages asperitas sont l'un des événements les plus rares de la nature. Cette formation nuageuse se compose de vagues de nuages incroyablement sombres et semblables à des tempêtes. Bien que ces nuages semblent de mauvais augure et annonciateurs d'une grosse tempête, ils se dissipent généralement sans affecter le temps. Ces nuages apparaissent le plus souvent dans les grandes plaines des États-Unis, mais ils n'ont pas été observés depuis 2009. Bien qu'il soit connu pour son climat rude, le désert peut produire des choses magnifiques comme les roses des sables. Il s'agit de formations complexes en forme de rose composées d'amas de cristaux. L'alternance intense de conditions sèches et humides forme les cristaux et piège les grains de sable à l'intérieur pour leur donner cette couleur caractéristique. De loin, tu pourrais facilement confondre une trombe marine avec une grande tornade qui se déplace au-dessus d'un plan d'eau. En réalité, les trombes marines sont un type de nuage en forme d'entonnoir. Ce sont des colonnes rotatives de vent remplies de nuages qui prennent souvent une couleur sombre. Les trombes sont beaucoup plus faibles et plus petites que les tornades, et elles ne sont pas assez fortes pour aspirer quoi que ce soit. Ce phénomène se produit généralement dans les climats tropicaux et elles se dissipent habituellement avant d'atteindre la Terre. Les nuages lenticulaires sont des nuages plats qui se superposent, ressemblant à des piles de crêpes dans le ciel. Ils se forment généralement en haute altitude, là où des caractéristiques géographiques, comme les montagnes ou les grands bâtiments, interrompent le flux d'air. En raison de leur forme unique, les nuages lenticulaires ont été évoqués pour expliquer certaines observations d'OVNI. À mesure que notre climat change, de nouveaux phénomènes naturels apparaissent. L'un d'entre eux est l'explosion du permafrost. L'augmentation de la température dans les zones arctiques fait fondre le permafrost. Tout comme dans les lacs gelés, des bulles de méthane sont piégées dans le permafrost. Lorsque le permafrost commence à fondre, le gaz est libéré. Cela entraîne de grandes explosions dans le sol, qui laissent derrière elles des trous massifs. Le premier cas de ce genre a été signalé en 2013 et plusieurs autres ont été signalés depuis. Quand tu penses aux icebergs, tu penses généralement à un gros morceau de glace blanche immaculée. Mais en Antarctique, on peut trouver des icebergs rayés de couleurs vertes, bleues, jaunes et plus encore. Les différentes couleurs sont dues au fait que la glace se forme dans des conditions particulières. Le vert apparaît généralement lorsque l'eau riche en algues gèle. Les rayures bleues sont le plus souvent de l'eau fraîchement gelée. Les autres couleurs sont généralement causées par des sédiments de débris récoltés par l'eau lorsqu'elle gèle. Les nuages nacrés font partie des nuages les plus rares de la planète. Ils se produisent généralement à haute altitude et ne sont visibles que dans les 2 heures qui suivent le coucher du soleil. Ces nuages sont magnifiques et arborent des chatoiements lumineux de différentes couleurs. Mais ne te laisse pas duper, ces nuages sont en fait un spectacle assez dangereux. Les nuages nacrés sont incroyablement destructeurs pour notre atmosphère. Leur présence encourage la réaction chimique qui décompose notre couche d'ozone. Or, cette dernière est un bouclier essentiel qui nous protège des rayons nocifs du soleil. Plus elle est appauvrie, plus nous sommes menacés par le réchauffement climatique. Le dernier endroit où tu t'attends à trouver un feu naturel est au milieu d'une chute d'eau. Mais c'est plus courant que tu ne le penses. Dans le nord de l'État de New York, au milieu d'une petite chute d'eau, se trouve une flamme éternelle d'environ 20 cm de haut. Sous la cascade se trouve un suintement de gaz naturel, un gaz à faible pression qui s'échappe du sous-sol vers l'atmosphère terrestre. Le petit feu est suffisamment abrité par les rochers des embruns de la cascade pour rester allumé en permanence.
Généralement, tu n'imagines pas du sable vert quand tu penses aux plages tropicales, mais à Hawaï et sur d'autres îles volcaniques du monde entier, tu trouveras des plages recouvertes de sable vert foncé. Cette couleur remarquable est due à l'érosion de l'olivine, un type de roche formé par les éruptions volcaniques à proximité. Au fil des ans, la roche s'égrène lentement pour se transformer en sable et s'échoue sur le rivage, ce qui donne ces plages aux couleurs étranges. Les pénitents sont des champs de pics de glace formés en haute altitude. Ils se produisent lorsque les rayons du soleil frappent directement la glace, la transformant en vapeur d'eau au lieu de la faire fondre. Les rayons du soleil vaporisent de petites fossettes à la surface de la neige, ce qui donne lieu à des formations pointues ressemblant à des cristaux. Les pics peuvent atteindre une hauteur de 4,50 m. Les nuages Mammatus font partie des formations de nuages les plus inhabituelles et les plus distinctives. Ils peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et donnent l'impression que le ciel a été recouvert de boules de coton. Ils sont inoffensifs, mais ils signifient souvent qu'une tempête dangereuse est proche. Alors si tu les vois, mets-toi à l'abri. Un rayon vert est un phénomène rare qui se produit brièvement au coucher ou au lever du soleil, lorsque ce dernier est presque entièrement sorti du ciel. Dans les bonnes conditions, les spectateurs peuvent être témoins d'un flash vert distinct, faisant apparaître le soleil en vert vif. Ce phénomène est dû à la réflexion de la lumière du soleil sur l'atmosphère terrestre, qui réfracte la lumière en différentes couleurs. Le soleil semble vert, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion optique. T'es-tu déjà demandé quelle était la plus longue période de pluie sans interruption? Même 1 heure de pluie peut être une grosse affaire si tu traînes dans un endroit sec comme le désert d'Atacama en Amérique du Sud. Cela peut constituer un record pour ce genre de lieu. Mais dans les régions très pluvieuses comme la forêt amazonienne, 40 jours de pluie d'affilée, personne ne s'en souviendra. Fait intéressant, nous ne disposons de relevés de précipitations que là où les gens en font le suivi. De nombreuses villes ne recueillent aucune donnée de ce type. Et puis, il y a énormément d'endroits inhabités sur Terre, comme les forêts tropicales ou l'océan. Nos connaissances sur les précipitations sont donc un peu inégales. Si nous voulons parler de records, Hawaï en détient quelques-uns. Les gens là-bas vivent de longues journées sous la pluie, surtout sur les îles où les vents soufflent vers les montagnes. De 1939 à 1940, ils ont enregistré 331 jours d'affilée avec des précipitations mesurables. Si tu es du genre à regarder la pluie derrière ta fenêtre avec une tasse de thé, cela te semblera idéal. Mais nous avons tous besoin de voir le soleil, au moins de temps en temps. Prendre un peu de soleil est bon pour le corps et l'esprit. Ça permet d'absorber de la vitamine D. 5 à 15 minutes de soleil, quelques fois par semaine, peuvent te faire une grande différence. Et, as-tu déjà entendu l'expression « humeur ensoleillée » ? Des chercheurs ont découvert que les gens se sentent un peu déprimés lorsqu'il n'y a pas beaucoup de soleil autour d'eux. Les journées ensoleillées nous rendent heureux. Le soleil stimule la sérotonine, qui combat le blues. Et cette sérotonine solaire n'aide pas uniquement ton humeur. Elle t'aide aussi à dormir, et c'est aussi un assistant cardiaque. Lorsque le soleil touche ta peau, ton corps libère de l'oxyde nitrique, qui fait baisser ta tension artérielle. Avec une tension saine, on a un cœur plus sain. Maintenant, va dire ça aux gens qui ont dû subir 881 jours consécutifs de pluie. Oui, le record a été établi, presque 3 années complètes de pluie. Ça s'est passé de 1913 à 1916 à Onomumaki, à Hawaï. Il a plu comme jamais. La région, comme tu le sais peut-être, est une forêt tropicale humide. Comment les nuages créent-ils de la pluie? La pluie survient lorsque de l'air humide monte dans le ciel et se refroidit un peu. Lorsque cet air se refroidit, ces molécules se blottissent les unes contre les autres et viennent former un nuage duveteux. Après ça, à l'intérieur de ce nuage, les choses deviennent plus amusantes. L'air, en se déplaçant, peut parfois faire en sorte que ces gouttelettes se heurtent les unes contre les autres et grossissent et guillent. Elles peuvent alors se transformer en cristaux de glace au sommet du nuage, où il fait froid. Ces gouttelettes de glace deviennent ensuite assez lourdes et dégringolent et se transformant en pluie. Mais il n'y a pas qu'un seul type de pluie. Elle peut provenir de toutes sortes d'orages. Les orages apparaissent, mouillent un tout, puis continuent leur chemin. Ils peuvent déverser des tonnes de pluie en un rien de temps. Les orages d'hiver, en revanche, sont plus calmes. Ils restent là pendant des jours et déversent une pluie fine ou même de la neige s'il fait assez froid. La météo est comme nous, elle a ses humeurs. Mais la nature sait équilibrer les choses. Après l'orage, vient le soleil, et l'air s'assèche et nous pouvons profiter du ciel dégagé. Mais les choses peuvent devenir intéressantes si tu te trouves dans une zone montagneuse proche de l'océan. Lorsque l'air humide de la mer atteint les montagnes, il est forcé de les escalader, ce qui crée des précipitations qui durent parfois des semaines.
Et si je te disais qu'il y a eu une époque sur Terre où la pluie est tombée sans discontinuer pendant 2 millions d'années et a complètement bouleversé le destin de la planète? Une fois l'ère permienne achevée, il y a environ 234 millions d'années. Je n'étais pas encore né, mais j'ai lu des articles sur le sujet. Le Trias a commencé, marqué par une longue période de précipitation. Ce phénomène est aujourd'hui appelé l'épisode pluvial du Carnien. Ce n'est pas moi qui ai décidé de ce nom. Des études récentes, étayées par des preuves, suggèrent qu'en fait le destin de la planète n'a pas été bouleversé et qu'il y a eu en vérité combustion de charbon et pas de pluie continue. Voilà qui brise un mythe solide. Une bonne chose de faite. Ensuite, nous avons les joints colonnaires, un terme sophistiqué pour désigner les motifs amusants qui se forment dans les coulées de lave, les filons-couches, les digues et d'autres éléments rocheux. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. La plupart se présentent sous la forme de colonnes droites et parallèles. D'autres ont des courbes et des largeurs variables. Elles peuvent atteindre une hauteur de 3000 cm. Enfin, 30 mètres, quoi. Ces colonnes sont formées par la pression et le refroidissement. Lorsque la lave se refroidit, elle rétrécit et se fissure. Une fois qu'une fissure s'est formée, la lave se déplace. Ces fissures s'étendent sur la surface de la coulée. L'eau se faufile dans la lave, ce qui la fait refroidir rapidement en commençant par la surface, créant ces motifs. Le Devil's Postpile, en Californie, est un endroit à visiter absolument si tu veux voir des joints colonnaires. Mais bon, on en trouve partout dans le monde. Levons les yeux, le spectacle va être magique. Les arcs-en-ciel de feu, également appelés arcs circumhorizontaux, ressemblent à des flammes qui dansent sur les nuages. Pour voir ces choses magnifiques, il te faut des cirrus et aussi que le soleil soit à au moins 58 degrés de hauteur. Il s'agit d'une collaboration entre la lumière du soleil et les nuages. Voyons cela plus en détail. Prends Londres, par exemple. La ville se trouve à environ 51 degrés au nord. Du coup, désolé les Londoniens, pas d'arc-en-ciel de feu pour vous. Maintenant, dirigeons-nous vers les eaux profondes pour voir les cercles de culture sous-marins. Il s'agit de motifs circulaires, géants, découverts en 1995 près des côtes sud du Japon. Les habitants ont été déconcertés. Ils les ont surnommés les cercles mystérieux, comme si l'océan avait un talent secret pour la sculpture sur sable. Le mystère a été résolu en 2011. L'artiste improbable s'est avéré être un minuscule poisson-globe d'à peine 13 cm de long. Les chercheurs ont découvert que les mâles passaient entre 7 et 9 jours à construire leur cercle en nageant et en utilisant leurs nageoires pour creuser des vallées dans le sol sablonneux. Ils décordent les sommets de leur création avec des morceaux de coquillages et de coraux, transformant ainsi leurs sculptures en chefs-d'œuvre. D'accord, ils ne le font pas pour l'amour de l'art. Ces cercles ont une fonction. Le centre sablonneux du cercle sert de nid. En nageant, les mâles remuent tout ça et ça attire le sable exactement à l'endroit désiré. Lorsqu'une femelle poisson-globe passe à la nage, le mâle virevolte et danse, faisant tourbillonner le sable autour de lui. Si elle est impressionnée et se dit que c'est un bad boy, elle pond ses œufs dans le cœur du cercle. Et voilà, une fin heureuse. Voyons maintenant les fleurs de givre. Tu as peut-être déjà vu de fines feuilles de glace qui ressemblent à des pétales et qui surgissent parfois des tiges des plantes. Elles sont à peu près aussi épaisses qu'une carte de crédit. Elles se forment lorsqu'il fait froid, que le sol est humide mais pas gelé, et les tiges des plantes non plus. Toutes les plantes ne produisent pas ces fleurs de givre. Il faut que les conditions soient réunies. Voici comment ça se passe. L'eau contenue dans la tige d'une plante est extraite du sol. Lorsqu'elle gèle, elle se dilate et fend la tige verticalement. Au contact de l'air froid, elle se transforme en glace. Au fur et à mesure que l'eau est aspirée par la fente, elle continue à pousser en de très fines couches de glace. La longueur de la fissure détermine si la fleur de givre ressemblera à un ruban fin ou à un ruban large. Et la façon dont elle s'enroule et se forme en pétales est aléatoire. La raison pourrait résider dans la différence de friction le long des côtés de la fente. Ces fleurs de givre sont uniques et délicates, et elles ne durent pas longtemps. Elles disparaissent rapidement. Pour les repérer, garde un œil sur les herbes hautes, en particulier dans les endroits peu tondus. La vernonie géante, les mûres, la Verbessina virginica sont de bonnes candidates. 50 navires et 20 avions disparus, de nombreuses personnes volatilisées et des forces mystérieuses qui pourraient avoir... Oh non, attends, ce n'est pas le bon scénario. Ce triangle des Bermudes est situé en Transylvanie. Désolé, je me suis trompé.
Donc, il était une fois, au cœur de la Transylvanie, un endroit mystérieux que les gens appelaient le triangle des Bermudes de Transylvanie. Regarde ces arbres tordus et ces sous-bois enchevêtrés. On dirait qu'une créature maléfique peut surgir de derrière un arbre à tout moment. Il pourrait même y avoir des fantômes et des créatures mystérieuses venues de l'espace, comme le racontent certaines légendes. Cette forêt est devenue très populaire dans les années 1960. Un jour qu'un homme se détendait par une chaude journée d'août avec sa petite copine et quelques amis. Soudain, sa fiancée a montré du doigt quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Un homme s'est approché de l'endroit où elle était et, à sa grande surprise, l'a vu lui aussi. Il s'agissait d'un étrange disque argenté qui brillait là-haut. Il a rapidement sorti son appareil photo et a pris 4 photos avant que l'étrange objet ne disparaisse. La chose n'est restée que 2 minutes, mais l'homme a fait développer sa pellicule et ses photos ont été publiées dans les journaux locaux. De nombreuses personnes se sont montrées sceptiques. Ils ont estimé qu'il s'agissait sans doute d'un ballon météorologique qui ressemblait à un vaisseau spatial parce qu'il avait été photographié sous un éclairage étrange. Or, ce jour-là, aucun ballon météorologique, dirigeable ou autre objet ne se trouvait dans le ciel de la forêt. Ça fait peur, hein? Ce n'est pas la seule légende de cette région. On raconte que ceux qui s'aventuraient trop loin dans les profondeurs obscures de cet endroit sinistre ne revenaient pas souvent, ce qui lui a valu son surnom. Un berger est entré dans la forêt avec ses 200 moutons. On ne les a jamais retrouvés. Les gens racontent aussi l'histoire d'une petite fille de 5 ans qui a disparu un jour. Elle est réapparue 5 ans plus tard, portant les mêmes vêtements que le jour de sa disparition et n'ayant pas pris une ride. Il y a des gens qui sont entrés dans la forêt et qui ont réussi à en ressortir, mais avec de graves brûlures, une forte fièvre et d'autres problèmes de santé qu'ils n'avaient pas auparavant. Certains sont persuadés que cela est arrivé parce que le sous-sol contient beaucoup d'uranium naturel avec un niveau élevé de radioactivité. Selon d'autres, il est fréquent de venir dans cette forêt et d'avoir l'impression que quelqu'un t'observe ou que tes appareils électroniques s'éteignent. Et maintenant, voici quelque chose qui n'est pas une légende. La forêt a une histoire incroyable. Certaines sources affirment qu'elle a abrité la plus ancienne colonie de Roumanie, datant de 6500 ans avant notre ère. Les arbres eux-mêmes sont assez mystérieux. Ils poussent en forme de spirale étrange ou avec de drôles de motifs en zigzag. Bien que des scientifiques soient venus sur place pour explorer ce phénomène, ils n'ont pas pu trouver la réponse à la question de savoir pourquoi ils sont ainsi. On a l'impression que les arbres tordent leurs branches pour pouvoir s'étirer et t'attraper quand tu ne regardes pas. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces arbres tordus tourne en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais les légendes affirment que beaucoup de choses inexplicables se sont produites dans une partie spécifique de la forêt où il n'y a ni arbre ni aucun autre type de végétation. Il s'agit d'un cercle parfait appelé The Clearing. Le nom parfait pour un film d'horreur inspiré de toutes ces histoires. Le sol de cette zone sans végétation a été testé et personne n'a trouvé de choses bizarres ou d'anomalies qui pourraient empêcher les plantes d'y pousser. Certains habitants pensent que la forêt possède une énergie positive et qu'il est donc bon d'y faire des vœux. Mais encore plus de gens laissent libre cours à leur imagination et racontent des histoires sur les activités paranormales qui s'y déroulent, comme des sphères mystérieuses qui surgissent au milieu de la forêt ou des lumières extraterrestres. Quoi qu'il en soit, Dracula, toi et ton château, vous pouvez dégager, car vous n'êtes pas la seule histoire effrayante de Transylvanie. Voici un autre lieu à cause duquel tu ne pourras pas dormir tranquille ce soir. La Isla de las Muñecas, ou l'île des poupées. Au milieu des eaux troubles et sinistres des canaux près de Mexico, se trouve une petite île. Elle peut sembler charmante à première vue, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'elle abrite des centaines de poupées suspendues aux arbres et dispersées dans la dense végétation. Ces poupées sont vieilles et pourries. Elles ont perdu leur couleur au fil du temps et leurs visages, autrefois souriants, sont maintenant tordus et expriment le désespoir et l'horreur. Une triste histoire se cache derrière cet endroit sinistre. On raconte que l'île abritait un homme solitaire qui a quitté sa famille il y a plus de 50 ans pour vivre seul sur l'île. Il a commencé à collectionner de manière obsessionnelle des poupées perdues dans le canal. L'histoire raconte qu'il a même échangé les produits qu'il cultivait avec les habitants de l'île pour se procurer plus de poupées. L'homme ne nettoyait pas ses poupées et ne cherchait pas à les réparer. Il se contentait de décorer son île avec elles, quel que soit l'état dans lequel il les avait trouvées. Même celles qui étaient en bon état finissaient par s'abîmer à cause du vent et de la pluie.
Il n'y en avait pas uniquement à l'extérieur. Sa cabane était aussi remplie de ses jouets sinistres. Beaucoup de gens étaient terrifiés par cet endroit et prétendaient qu'il était maudit. Mais d'autres pensaient que les poupées protégeaient l'île. Dans la banlieue nord de Londres se trouve le mystérieux cimetière de Highgate. Il ne s'agit certainement pas d'un lieu de dernier repos typique. Ce cimetière compte de nombreuses tombes étranges, dont celle de Karl Marx et de Douglas Adams. Mais ce n'est pas ce qui attire les visiteurs. Les gens y viennent en raison des légendes qui prétendent que ce lieu est hanté par toutes sortes de créatures effrayantes, y compris des vampires. C'est clair qu'on ne s'ennuie jamais avec ces histoires de personnages obscurs qui planent au-dessus des tombes, avec des yeux rouges et des crocs pointus. Mais cet endroit n'a pas toujours été aussi effrayant. Créé au milieu du 19e siècle, il avait été abandonné et envahi par les plantes, avec des monuments en ruine et une végétation qui semblait engloutir les tombes. Mais ces légendes sont devenues populaires en même temps que le lieu lui-même dans les années 1970, après que le cimetière est apparu dans plusieurs films d'horreur. Il y a même des visiteurs qui se disent chasseurs de vampires. Il existe un village paisible et charmant appelé Pluckley, situé à quelques kilomètres de Londres. C'est du moins ce qu'il paraîtrait à première vue. Mais on murmure que Pluckley pourrait être le village le plus hanté d'Angleterre. En parcourant ces rues sinueuses, tu découvriras de nombreux endroits que les légendes disent hantés. Nombre d'entre eux sont liés à la famille Dering, qui a porté le titre de seigneur du manoir pendant plus de 4 siècles. Les fenêtres arrondies de nombreux bâtiments donnent l'impression d'être d'un autre temps. La légende raconte qu'il y a des centaines d'années, Lord Dering s'est échappé quand ses ennemis l'ont capturé. Il a sauté par l'une de ses fenêtres, la tête la première. En commémoration de cet acte plutôt audacieux, toutes les fenêtres du manoir et du village ont été fabriquées dans le même style. Même si le manoir a brûlé en 1951, l'héritage de l'évasion de Lord Dering se perpétue dans le charmant village de Pluckley. Certains disent que Pluckley est entouré par un bois hurlant. Il y a de nombreuses légendes sur les événements paranormaux qui s'y sont produits. Il y a de jolis sentiers de randonnée dans ce bois, mais pour être honnête, je ne serais assez courageux pour les emprunter que pendant la journée. Et la forêt tordue ? Elle se trouve en Pologne et se compose de 400 pins dont les troncs prennent un virage serré à 90 degrés et deviennent ensuite bizarrement courbés, comme la lettre J. Quelqu'un les a plantés au début des années 1930, mais on ne sait toujours pas très bien comment tous ces arbres ont tous épousé la même courbe. Un scientifique a déclaré que cela ressemblait à une réaction classique à la gravité. Les plantes ont un mécanisme spécial qui leur permet de se réorienter lorsque la tige est horizontale par rapport à la gravité. Il est donc possible que ces arbres aient été cultivés de cette façon pour fabriquer des bateaux ou des meubles. Bien sûr, l'imagination humaine va bien au-delà de la science. Beaucoup ont ainsi essayé d'expliquer l'existence de ces arbres en racontant des histoires d'esprits qui possédaient ces arbres ou de mystérieuses créatures venues de l'espace qui les ont rendus ainsi. Oh là là, attends-moi pour la suite, je vais chercher mon popcorn. Pour voir la chose la plus étrange et la plus effrayante qui se cache dans les marais, il faut aller en France à la réserve naturelle de Séné. Si tu vas dans cet endroit seul, sans savoir ce qui t'attend, tu te souviendras toute ta vie de ce que tu verras sur place. Et cela risque de te hanter dans tes cauchemars pendant longtemps. Alors imagine que tu arrives dans ces marais en voiture. C'est tôt le matin, la nature se réveille et une brise fraîche souffle. Tu traverses prudemment l'herbe et débouches sur les marais verts. À ce moment, tu aperçois une silhouette. La créature est sur le rivage, penchée sur l'eau. Elle ressemble à un humain. Elle est accroupie. Ses jambes sont longues comme celles d'une sauterelle et ses bras fins ressemblent à des branches d'arbres. Cette maigre créature est complètement couverte de boue et d'algues vertes. Elle est assise juste là, et elle semble beaucoup plus grande que toi. Tu recules lentement, horrifié, en espérant que l'étrange monstre des marais ne te voie pas. Puis tu aperçois une autre créature similaire étendue sur l'herbe. Il y en a plusieurs. Ton cœur bat si fort que tu as peur que les monstres entendent le bruit. Heureusement, tu parviens à monter dans ta voiture sans te faire remarquer et à t'éloigner de là. Tu viens de voir des Homo algus, des créatures des marais composées d'algues et de boue. Oui, elles ont l'air effrayantes, mais ne t'inquiète pas, elles ne sont pas vivantes. Ce sont des statues réalisées par un architecte. Elle a voulu montrer l'importance des marais dans le monde naturel à l'aide de ses créations. Les gens associent les marais à quelque chose de terrible, mais en réalité, ce sont d'énormes réserves d'eau douce et un habitat pour des milliers d'êtres vivants. La vie commence et se termine dans les marais.
Et bien sûr, de nombreux mythes et contes de fées effrayants apparaissent autour de ces lieux. La sculptrice a décidé de combiner les caractéristiques naturelles et le folklore terrifiant dans ses statues. La couleur, les textures et le revêtement de l'Homo algus changent avec le temps, tout comme le paysage environnant. L'autre chose vraiment mystérieuse, tu la verras seulement la nuit. C'est un phénomène étrange et rare, appelé feu follet. Donc, tu conduis le long d'une autoroute entre deux petites villes britanniques. La lune brille de 1000 feux et tu décides de quitter la route pour te promener dans une zone marécageuse. Tu sors de la voiture et tu remarques une étrange boule orange qui flotte juste au-dessus de l'eau. Cette boule vole dans différentes directions et semble vouloir t'attirer plus près. Peut-être s'agit-il d'une personne avec une lampe à pétrole qui appelle à l'aide ? 2 autres boules apparaissent à côté d'elle. Tu as peur. N'essaye pas d'aller dans leur direction. Sinon, tu vas tomber dans un piège. C'est dangereux de marcher dans les marécages. Pendant des siècles, les gens ont vu ce phénomène. Beaucoup sont allés vers ces boules car ils pensaient que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Mais ceux qui se sont approchés des feux follets ne sont jamais revenus. Autrefois, les gens pensaient qu'il s'agissait de créatures mystiques venues d'un autre monde. Mais aujourd'hui, la science peut expliquer la nature de ce phénomène. Les champignons et les algues bioluminescents poussent dans les endroits marécageux et peuvent briller en bleu dans l'obscurité. De loin, ils peuvent créer l'illusion d'une boule orange. Le vent et l'eau secouent ces algues, et il semblerait qu'elles volent dans les airs. Par ailleurs, les marais contiennent de nombreuses matières végétales, herbes, argiles, feuilles et branches. Tout cela se décompose et libère du méthane. Dès que cette substance entre en contact avec l'air, elle s'enflamme et s'élève sous la forme d'une boule de feu. Nous sommes en Alabama, près de la ville de Prattville. Ici, il y a des marais qui sont populaires parmi les adolescents. Les jeunes gens et les jeunes filles viennent ici pour rencontrer des fantômes et des monstres fantastiques. Bien sûr, ce sont des contes de fées et des légendes que les gens aiment se raconter. Mais parfois, les habitants entendent un bruit étrange qui provient des profondeurs des marais. On dirait que quelque chose de lourd tombe sur quelque chose de solide. Alors, imagine une petite ville, des adolescents curieux, des contes et des légendes effrayants, et un endroit appelé le marais de Bear Creek. Tout cela constitue les éléments parfaits pour un excellent film d'horreur. Et voici comment cela pourrait commencer. En 2014, le shérif du comté roulait entre 2 villes sur un chemin de terre, en passant devant ces marécages. C'était un mardi matin. Du coin de l'œil, il a remarqué quelque chose d'étrange qui sortait de l'eau verte. Il a arrêté la voiture, est sorti et a vu une image effrayante. Des pieux en bambou sortaient du marais, et 21 poupées y étaient empalées. La plupart d'entre elles étaient en porcelaine, elles avaient l'air chères et anciennes. En effet, cette collection valait beaucoup d'argent. Mais quelqu'un les avait laissées dans ce marais, dans cet état. Leurs visages et leurs cheveux étaient couverts de peinture blanche, comme si quelqu'un avait voulu effacer leur sourire et leurs yeux. Le shérif a décidé que c'était une sorte de sinistre blague d'Halloween et n'a pas fait attention. Il est retourné au bureau et a raconté sa découverte à ses collègues. L'un des policiers a alors pris une photo des poupées et l'a publiée sur Internet. Elle est devenue virale. Les habitants ont commencé à écrire au bureau du shérif pour exprimer leurs inquiétudes. Et si c'était une sorte de rituel, qui avait fait ça ? Combien de temps allaient rester les poupées dans le marais ? Après ces réactions, plusieurs agents ont pris un canoë et ont navigué pendant 30 minutes pour atteindre les poupées. Ils n'ont pas pu identifier leur propriétaire. Le seul indice était une société d'exploitation forestière qui possédait le territoire. La police a essayé de les contacter, mais personne n'a répondu. Ils ont alors décidé que si le propriétaire venait, il lui rendrait les poupées. Il n'y a rien de vraiment mystérieux dans les choses les plus terribles qui se cachent dans les marais. Ce ne sont pas des créatures mystiques ou des objets étranges. Je parle des crocodiles. Et maintenant, nous allons nous rendre à un endroit où ils représentent le plus grand danger. Il s'agit de l'île de Ramri en Asie du Sud-Est. En traversant ces marécages, tu ne verras rien de suspect au début. Mais bientôt, tu constateras que tout est devenu silencieux. Trop calme. Tu entendras un bruit étrange, comme si quelque chose bougeait dans la boue. Le marécage autour de toi commencera à s'agiter, et alors, tu comprendras que ce n'est pas de la boue et de l'eau. C'est le dos des crocodiles. Ces créatures sont presque impossibles à voir. Tu peux en compter plusieurs dizaines. Chacun d'entre eux peut atteindre 7 mètres de long. C'est presque 2 fois la taille d'une voiture de tourisme. Et leur poids est légèrement inférieur à 1 tonne. Un seul reptile peut causer beaucoup de problèmes et des dizaines peuvent provoquer un chaos absolu. Ils sont patients et extrêmement rapides.
ils se cachent dans les marécages et t'attaquent tout à coup. Heureusement, il n'y a presque plus de crocodiles sur cette île aujourd'hui. Mais au siècle dernier, il y en avait beaucoup ici. Dans les années 40, les crocodiles sont tombés sur un groupe de milliers de personnes qui ne s'attendaient pas à ce que les reptiles géants les attendent. Seules quelques-unes de ces personnes ont réussi à sortir des marécages ce jour-là. Dans le livre Guinness des records, cet événement est décrit comme la plus grande catastrophe humaine causée par des animaux. Passons à la découverte la plus insolite, mais certainement pas la plus terrible. On l'appelle le fantôme des marais et c'est un gros avion. Dans les années 40, un pilote a fait un atterrissage d'urgence dans ce marécage. Il survolait la Papouasie-Nouvelle-Guinée et espérait atterrir dans un champ de blé. Malheureusement, il n'a pas remarqué un énorme marécage en raison de la mauvaise visibilité. Le pilote et 2 autres membres d'équipage ont survécu à cet atterrissage brutal. Ils ont quitté l'avion et se sont frayé un chemin dans des herbes pointues pendant 2 jours. Durant tout ce temps, ils ont marché dans les marécages, luttant contre des millions de moustiques. Finalement, ils ont atteint la terre ferme. Des habitants les ont aperçus et ont emmené les pilotes dans leur village. Après cela, les survivants se sont assis dans un canoë, ont descendu la rivière et ont atteint la route. Tout le monde a oublié l'avion. Il est resté dans le marais pendant environ 30 ans, couvert de boue et d'algues. Il est devenu un point de repère local. Puis en 1972, plusieurs Autrichiens ont découvert l'avion par hasard, ont publié des photos et les ont publiées dans les journaux. À cet instant, l'avion est devenu célèbre. En 2016, un chercheur américain a démonté l'engin et l'a sorti du marécage. Les pieuvres ont 3 cœurs. 2 d'entre eux pompent le sang vers les branchies, tandis que le 3e, plus gros, fait circuler le sang dans le reste de leur corps. Elles ont aussi 9 cerveaux, un grand cerveau central, mais aussi un mini-cerveau pour chacun de leurs 8 tentacules, qui peuvent donc agir indépendamment. Comme chaque tentacule a son propre cerveau, le cerveau central envoie seulement un signal de niveau supérieur aux tentacules. Quelque chose comme « déplace-toi vers cette crevasse, un crabe pourrait s'y cacher ». Dans le cas des humains, le cerveau guiderait et prendrait le contrôle de chaque mouvement de nos jambes et de nos bras. Mais dans le cas de la pieuvre, les tentacules agissent de façon presque indépendante en se dirigeant vers la crevasse. Elle goûte et sent aussi avec les ventouses qu'elle a sur son corps. Comme ces tentacules sont indépendants, une pieuvre ne sait pas vraiment où chacun d'eux se trouve à moins de les voir. À l'inverse, l'être humain possède un sens appelé proprioception, grâce auquel nous savons où se trouvent nos membres même si nous ne les voyons pas. 1816 est connu comme l'année sans été. En avril 1815, une explosion massive a eu lieu sur le mont Tambora en Indonésie. D'énormes nuages de cendres volcaniques ont été projetés dans l'atmosphère. La majorité de l'hémisphère nord s'est retrouvée recouverte d'un voile de poussière et la nature a en quelque sorte hiberné. En juin de l'année suivante, l'hiver ne s'est tout simplement pas terminé. Le gel a endommagé les cultures et la neige et la pluie ont persisté pendant tout l'été. En Islande, tu trouveras certains des paysages les plus époustouflants de notre planète. Des montagnes déchiquetées, des fjords, des geysers brûlants, des champs de glace sculptés dans le paysage, des plages de sable noir comme celle de Reynisfjara. La plupart du sable des plages est généralement formé de roches qui se sont brisées à cause des changements climatiques et de l'érosion au cours de milliers voire de millions d'années. À Reynisfjara, le sable est d'une couleur noire intense, et c'est à cause de l'activité volcanique. La lave est sortie d'un volcan en éruption et remontée à la surface, a refroidi puis a durci dans l'océan Atlantique, créant cette teinte noire si profonde. Cette plage est magnifique, mais aussi très dangereuse à cause de ses vagues scélérates. Elles se produisent lorsque plusieurs petites vagues fusionnent en une seule très grosse. Ce phénomène peut se produire lorsque les courants océaniques forcent les vagues à se rassembler ou, dans le cas de Reynisfjara, lorsqu'elles viennent d'une falaise souterraine au large et acquièrent un effet d'attraction encore plus fort. Si on ajoute à ça les basses températures de l'océan, il est fortement recommandé de prendre des photos depuis un endroit sûr. Certains arbres se parlent entre eux. Pas comme nous, bien sûr, mais par exemple, les acacias, qui poussent dans la savane africaine, peuvent s'avertir mutuellement si quelque chose de dangereux se prépare. Lorsque certains animaux comme les antilopes mangent leurs feuilles, les arbres se mettent immédiatement à produire plus de tanin, qui est toxique pour les animaux. Ils émettent aussi un type de gaz spécial qui voyage dans l'air et avertit les autres arbres qu'ils doivent se protéger. Par une belle nuit d'été, tu es en train d'observer les étoiles et un éclair de lumière vive traverse le ciel nocturne. Une étoile filante, fais un vœu!
En réalité, ce que tu as vu n'est pas vraiment une étoile, même si on l'appelle ainsi. Ce sont des météores, qui sont de petits morceaux de poussière et de roches se déplaçant dans l'espace. Lorsqu'ils traversent notre atmosphère, ils provoquent ce qu'on appelle de la friction, ce qui les fait briller. De plus, la friction provoque de la chaleur. La poussière et les roches deviennent extrêmement chaudes lorsqu'elles traversent l'atmosphère. Et cette chaleur les fait briller jusqu'au moment où elles se consument et se transforment en ce que nous appelons l'étoile filante. Les couchers de soleil dans le désert sont magnifiques en raison des couleurs spectaculaires qu'ils produisent un peu plus qu'ailleurs. La lumière du soleil se compose de différentes nuances du spectre des couleurs. Lorsque le soleil est haut dans le ciel, ces couleurs se mélangent et nos yeux les voient comme du blanc. Mais lorsque le soleil descend plus bas, ces rayons doivent traverser une couche d'atmosphère plus épaisse avant de nous parvenir. L'atmosphère disperse alors les longueurs d'onde de lumière plus courtes, comme le bleu et le violet, avant même que nous puissions les voir. C'est pourquoi les longueurs d'onde plus longues, comme l'orange et le rouge, ressortent. Dans les environnements urbains, la pollution atmosphérique peut rendre les couleurs du coucher de soleil plus ternes qu'ailleurs. L'air pur des déserts permet aux couleurs vives provenant du soleil de briller au crépuscule. De plus, l'humidité, la vapeur d'eau et les nuages chargés de pluie peut atténuer les teintes du coucher de soleil. Comme il y a très peu d'humidité dans le désert, les nuages fins et vaporeux filtrent et reflètent la lumière du soleil au lieu de la bloquer. Le bambou pousse très vite. C'est même la plante qui pousse le plus vite sur Terre. Et elle peut grandir d'environ 1,50 m en une seule journée. On en trouve dans des forêts denses où seule une faible quantité de lumière atteint le sol, ce qui signifie que le bambou subit une forte attraction vers le haut pour atteindre la lumière du soleil aussi vite que possible. Une tige souterraine relie les pousses de bambou à leur plante mère, donc la pousse n'a pas vraiment besoin de ses propres feuilles avant d'atteindre sa taille maximale. De plus, le bambou pousse plus vite que les autres plantes car il ne perd pas son temps et son énergie à faire pousser des anneaux qui épaississent la tige. C'est juste un mince bâton creux qui pousse tout droit. Certains grands arbres ont un système de racines peu profond, parfois même de seulement 25 cm dans le sol. Les racines ont généralement besoin d'accéder à l'oxygène et à l'eau, et elles les trouvent principalement dans des poches souterraines spéciales appelées pores du sol. Lorsqu'un arbre bénéficie de conditions d'humidité et de sol idéales, il peut envoyer des racines plus profondément sous la surface et obtenir ce dont il a besoin. Mais la plupart du temps, les conditions ne sont pas idéales, compte tenu de la roche-mère, des pierres et du sol compact qui empêchent les racines de descendre. De tels obstacles empêchent également les racines d'obtenir l'oxygène nécessaire. Alors, quand la vie devient difficile, l'arbre choisira une option plus facile. Ses racines resteront près de la surface et s'étendront dans différentes directions. La sécheresse est une autre raison pour laquelle les arbres peuvent avoir des systèmes racinaires peu profonds. En restant plus près de la surface, ils peuvent récupérer l'eau de pluie plus facilement. Les plantes sont exposées à la lumière du soleil la plupart du temps, mais elles ne prennent pas de coups de soleil pour autant. Elles sont apparues sur Terre il y a environ 700 millions d'années, et l'une des choses essentielles dont elles avaient besoin pour survivre était quelque chose qui les protégerait des rayons ultraviolets provenant du soleil. Celles qui vivaient sous l'eau avaient l'eau comme protection. Les rayons UV sont principalement responsables des coups de soleil. C'est pourquoi les plantes terrestres ont développé une protéine spéciale qui les détecte. Cette protéine envoie des signaux aux cellules pour protéger la plante des dommages et des effets des rayons UV. En gros, c'est comme si elles produisaient leur propre écran solaire naturel. Mais cela ne signifie pas toujours qu'elles sont protégées à 100%. Tu as déjà entendu dire que si tu arroses tes plantes en plein soleil de midi, cela peut leur provoquer un coup de soleil? Certains pensent que les gouttelettes d'eau agissent comme de minuscules lentilles qui concentrent la lumière du soleil sur la surface de la feuille. En réalité, ce n'est pas suffisant pour concentrer réellement la lumière du soleil d'une gouttelette d'eau sur la surface d'une feuille. Cela étant dit, leur écran solaire naturel ne signifie pas non plus une protection totale. Une trop grande exposition aux rayons UV endommage les cellules des feuilles et de l'écorce de la majorité des plantes. Le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil. On pourrait croire qu'il pourrait facilement faire fondre notre planète entière, surtout que le noyau n'est qu'à 2900 km de la surface. Si le Soleil était si proche de nous, nous serions rôtis en un instant. Mais nous sommes toujours en vie parce que le centre de la Terre est entouré d'un manteau de roches principalement solide. La croûte sur laquelle nous marchons flotte en fait sur ce manteau et nous protège. Si le Soleil était plus proche, nous n'aurions que l'espace vide pour nous protéger. De plus, pour faire fondre la planète entière, il faudrait beaucoup plus d'énergie que la chaleur de son noyau. Les mystérieux jardins du diable, dans la forêt amazonienne, te rappellent-ils quelque chose? Son de cloche. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'un phénomène effrayant. C'est l'œuvre d'insectes minuscules mais puissants, les fourmis citrons.
Ces dernières injectent un herbicide naturel, l'acide formique, dans toute plante qui n'appartient pas à l'espèce d'arbre qu'elles abritent. Ce faisant, elles créent un espace pour la croissance de leur maison arboricole, ce qui permet à la colonie de fourmis de s'étendre en occupant de nouveaux sites de nidification dans les jeunes arbres. C'est un jardinage pour le moins efficace, si tu veux mon avis. Mais ne t'y méprends pas, ces jardins du diable ne sont pas simplement qu'un tas de vieux arbres ennuyeux. Il s'agit en fait d'anomalies botaniques qui poussent très lentement chaque année, et certaines d'entre elles ont plus de 800 ans. Qui aurait cru que les fourmis pouvaient créer des structures aussi impressionnantes et durables? Bien sûr, la forêt tropicale humide reste l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète, avec une remarquable variété de plantes. Mais il est fascinant d'observer le contrôle que les fourmis peuvent exercer sur leur environnement, en créant des structures monospécifiques dans un écosystème aussi complexe. Mais d'où vient ce nom de « jardin du diable » ? Nous savons que les fourmis en sont responsables, mais quelque chose d'autre se cache-t-il dans la forêt amazonienne ? Imagine, tu te promènes en admirant le feuillage luxuriant, quand soudain tu tombes sur une clairière. Mais attends, ce lopin de terre a quelque chose d'étrange. Il n'y a pas la moindre plante, juste une poignée d'arbres qui se dressent seuls dans la terre. Que se passe-t-il par ici ? Il est facile de comprendre comment les gens ont trouvé ce surnom, après avoir vu cette étrange étendue de végétation. Et, comme le font généralement les humains, ils ont inventé une légende épatante pour étayer leur histoire. On raconte que l'habitant de cette sinistre oasis était un esprit maléfique capable de changer de forme. Un peu comme moi au lavage. Je plaisante. Ce petit bonhomme était censé ressembler à un être difforme, marchant sur un sabot et un pied humain. Mais ne t'y trompe pas. On relate qu'il disposait de toute une panoplie de tours dans son sac, y compris la capacité de se transformer en quelqu'un que tu connaissais et de te conduire à ta perte. Ce n'est là qu'un mythe, mais tu dois bien admettre qu'il semble un peu convaincant, n'est-ce pas ? Outre l'ingéniosité de ces fourmis paysagistes, la forêt amazonienne recèle de nombreux mystères encore non résolus. Comme ces géoglyphes inhabituels, par exemple. L'homme a su faire preuve de créativité avec la surface terrestre depuis des temps immémoriaux. Les géoglyphes ne sont que l'une des nombreuses façons dont nous avons laissé notre empreinte sur cette planète. En gros, on prend du sable ou des pierres, on les déplace un peu par-ci par-là, et voilà. On obtient un motif amusant qui se détache nettement de la toile de fond du terrain alentour. Une nouvelle étude a révélé que la région abritait jusqu'à 1 million de personnes avant l'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde en 1492. Ça fait pas mal de monde, et ils ont laissé derrière eux des choses plutôt stylées. La forêt amazonienne est déjà extraordinaire en soi, puisqu'elle abrite près d'une espèce sur 10 connue dans le monde et près d'un oiseau sur 5. Mais sais-tu qu'au cours des dernières décennies, les archéologues ont découvert des preuves de l'existence de nombreuses sociétés vastes et complexes qui auraient habité l'Amazonie ? Il s'avère que la forêt amazonienne n'était pas seulement une étendue de nature vierge, mais aussi un centre d'activité humaine. Ces géoglyphes sud-américains sont particulièrement intéressants. Il s'agit d'énormes structures combinant des formes carrées, circulaires et hexagonales. Les archéologues ont trouvé très peu de vestiges d'habitation à l'intérieur de ces enceintes, ce qui suggère qu'il ne s'agissait pas de peuplements humains. L'explication la plus probable est qu'ils étaient utilisés pour des rassemblements rituels. La fonction exacte de ces structures reste cependant un mystère. Pour déterminer l'étendue des peuplements humains en Amazonie, les scientifiques se sont concentrés sur le bassin du cours supérieur de la rivière Tapajós, un affluent majeur de l'Amazone. À l'aide d'images satellites, ils ont découvert 81 nouveaux sites archéologiques dans le bassin de la rivière, soit un total de 104 terrassements. Cela signifie qu'il ne se trouve aucun écart dans le réseau de fondations qui s'étend sur la bordure méridionale de l'Amazonie. Lorsque les chercheurs ont conduit des études sur 24 de ces sites, ils ont découvert des preuves que ceux-ci étaient autrefois habités. Ces sites remontent de 1250 à 1500 après Jésus-Christ et s'étendent sur une largeur allant de 30 à 400 mètres. Les plus grands étaient typiquement des colonies fortifiées de forme hexagonale, ce qui suggère un certain degré de planification et d'uniformité dans leur construction. Sur la base de la taille et de la répartition des ouvrages de terrassement, les chercheurs ont suggéré que des peuplements similaires auraient pu s'étendre sur environ 400 km² de la rive sud de l'Amazone, abritant une population de 500 000 à 1 million d'individus à la fin de l'époque précolombienne. Bien entendu, cette nouvelle étude ne signifie pas pour autant que la forêt amazonienne ait jamais été une mégalopole grouillante d'activité. Elle est encore en grande partie inexplorée.
et nous n'avons donc aucune idée de la manière dont les populations précolombiennes étaient réparties en Amazonie. Mais il est passionnant d'en apprendre davantage sur ces sociétés anciennes et sur les objets fascinants qu'elles ont laissés derrière elles. Les scientifiques prévoient d'effectuer d'autres fouilles dans le bassin supérieur du Tapajós afin d'affiner leur compréhension des évolutions culturelles qui s'y sont produites. Qui sait ce qu'ils trouveront ensuite? Peut-être une cité perdue pleine de trésors et d'aventures? C'est également dans le vaste habitat de l'Amazonie que se cache cette autre créature excentrique. As-tu déjà entendu parler des dauphins roses de l'Amazone? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses à leur sujet. Mais avant toute chose, parlons de leur apparence. Imagine un petit dauphin de couleur claire avec un nez et des lèvres roses. C'est un peu la Barbie des dauphins. À part ça, ils ressemblent à des dauphins ordinaires, avec un corps dodu, un front bombé, un museau effilé, des joues potelées et de petits yeux. On les trouve dans des pays comme la Bolivie, le Brésil, la Colombie et le Pérou. C'est également la seule espèce de dauphin de rivière que l'on trouve dans le fleuve Amazone. Malheureusement, ces petits bonshommes sont officiellement une espèce en danger critique d'extinction, de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de spécimens disponibles que les scientifiques puissent étudier. Aucun autre nom n'est plus célèbre en matière d'exploration de la forêt amazonienne que celui de Percy Fawcett. Il a consacré sa vie à explorer la région à la recherche d'une ville perdue, et pas n'importe quel patelin, mais une cité ancienne et mystérieuse qu'il a baptisée Z. On se croirait tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Fawcett était né en Angleterre en 1867 et a eu une carrière bien remplie avant de se lancer dans l'exploration. Mais sa profession ne l'a pas empêché de réaliser son rêve d'explorer l'Amérique du Sud. En effet, il a effectué 7 expéditions en Amazonie entre 1906 et 1924, se rapprochant à chaque fois de la découverte des secrets de Z. Permets-nous maintenant de te parler un peu de la taille de la forêt amazonienne. Qui ne s'est jamais posé la question? Elle est si grande que l'on pourrait y faire tenir l'ensemble du Royaume-Uni et de l'Irlande 17 fois. Cela fait beaucoup d'arbres et d'animaux à affronter. Mais Fawcett était prêt à relever le défi. Malgré tous ses efforts, cependant, il n'a jamais pu retrouver la cité perdue de Z et a malheureusement disparu lors de sa dernière expédition en 1925. Mais son héritage s'est perpétué au fil des années, inspirant de nombreuses personnes à devenir elles-mêmes archéologues ou explorateurs. À vrai dire, un livre intitulé « La cité perdue de Z » a été écrit sur les aventures de Fawcett et a même fait l'objet d'un film. Il n'y a pas là que des mystères cachés et une nature luxuriante. Près d'1 million d'autochtones vivent et prospèrent au sein de la forêt amazonienne. En effet, ils chassent, pêchent, cultivent et ont même accès à la médecine moderne, ainsi qu'à l'éducation. Mais le hic, c'est que la plupart de ces gens ne sont pas très enclins à fréquenter les étrangers. Et compte tenu de l'histoire, peut-on les en blâmer? Pendant des années, les bûcherons, les mineurs et autres éleveurs se sont fort mal comportés à l'égard de ces communautés. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est donc pas étonnant que certaines tribus aient choisi de demeurer à l'écart et de se protéger des dangers du monde extérieur. En fait, en 2018, les autorités brésiliennes sont parvenues à saisir un cliché d'un homme surnommé l'Indien au trou. Il était le dernier membre de sa tribu. Mais ne te sens pas trop mal pour lui. Il était parfaitement à même de se débrouiller tout seul et avait clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par les visiteurs venus de l'extérieur. Les autorités avaient toutefois pour habitude de lui laisser des graines et des outils, jusqu'à sa mort en août 2022. Dans les hautes altitudes du nord de la Chine, il existe une montagne qui demeure gelée toute l'année. Il s'agit d'un endroit naturel de terre froide. Une épaisse couche de pergélisol se trouve sous la couche supérieure du sol de la montagne, gelant tout ce qui se trouve au-dessus. Cette poche de terre gelée, qui défie le climat, couvre plus de 7,9 mètres de la pente d'une montagne du comté de Pingquan. Un endroit célèbre pour ses étés torrides qui atteignent les 32,2 degrés Celsius. Cette zone de terre gelée parvient à survivre aux températures torrides grâce à la couche de sol dense qui recouvre le permafrost. Ce sol empêche le climat chaud d'atteindre et de faire fondre le pergélisol, ce qui permet au sol de rester gelé toute l'année. L'Argentine est peut-être célèbre pour ses belles plages et son soleil brûlant, mais c'est dans le sud du pays que se trouve le glacier Perito Moreno. Cet étonnant glacier bleu couvre plus de 259 km² et ne cesse de grandir. En visitant cette merveille naturelle, tu verras peut-être une arche de glace qui se forme sur le côté du glacier et qui va jusqu'aux terres voisines. Soudain, elle se brise et la glace s'effondre dans l'eau en dessous. C'est tout à fait naturel.
Le glacier suit un processus de formation de ces arches jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Il en formera une autre en un rien de temps. Sur la plage de Glass Beach, en Californie, il n'y a pas de sable, mais seulement des galets de couleur qui ressemblent à des pierres précieuses, appelées vers de mer. Curieusement, ces magnifiques galets proviennent de déchets. Pendant des décennies, la plage a servi de gigantesque décharge pour les habitants qui abandonnaient leurs verres, leurs appareils électroménagers et même leurs voitures sur le front de mer. L'État a fini par interdire à quiconque de se débarrasser de ces déchets sur la plage. Au fil des ans, les vagues ont décomposé tous les déchets restants et les ont transformés en galets aux couleurs vives qui attirent les touristes du monde entier. La plus haute chute d'eau du monde, Salto Ángel, se trouve dans le sud du Venezuela. L'eau coule le long de l'une des plus grandes montagnes en forme de plateau du Venezuela et plonge 762 mètres en contrebas dans la jungle. C'est 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. L'eau tombe de si haut que la plupart d'entre elles s'évaporent en brouillard avant même d'atteindre le sol. Les visiteurs peuvent sentir la brume se déposer sur leur peau à plus d'1 kilomètre de distance. En Écosse, Fiddich Glen est caché loin des routes principales et niché au cœur des forêts. Cette région ressemble à un ancien conte de fées avec ses formations rocheuses couvertes de mousse et ses eaux rouges écarlates. La couleur rouge de l'eau est due au sable qui se trouve au fond de la rivière qui est peu profonde. Pour accéder à cette beauté naturelle étonnante, tu dois t'embarquer dans une dangereuse randonnée le long de collines boueuses et escarpées, en grimpant sur des arbres pour éviter de tomber. Mais lorsque tu arrives enfin en bas, cela vaut la peine de regarder la lumière du soleil briller sur les eaux rubis et de voir les imposants rochers de ce monde extraordinaire. Avec son eau rose bonbon et les forêts vert émeraude qui l'entourent, il est difficile de croire que le lac Hillier est un lieu vraiment réel. Personne ne peut vraiment expliquer pourquoi le lac situé en Australie occidentale a cette couleur rose. Toutefois, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les grandes quantités de sel présentes dans le lac ont attiré une bactérie rose qui aime le sel, appelée Halobacterium, et qui est responsable de cette couleur caractéristique du lac. Dans une petite péninsule d'Amérique du Sud se trouve l'une des plus jolies merveilles naturelles du monde, les grottes de marbre. De l'extérieur, ces grottes ressemblent à n'importe quelle autre. À l'intérieur de ces grottes, les murs sont constitués de formations de marbre bleu, ondulées et lisses. Pendant des milliers d'années, l'eau a érodé les dépôts de marbre à l'intérieur de ces grottes, formant ainsi ce système unique de grottes. Alors que la couleur bleue profonde semble faire partie du marbre, c'est en fait le reflet de l'eau qui provoque ces nuances de bleu le long des parois de la grotte. Les volcans d'Azerbaïdjan sont exactement ce à quoi on pense. Plus de 300 de ces phénomènes naturels sont situés en Azerbaïdjan, soit plus que partout ailleurs dans le monde. Il y a eu plus de 200 éruptions depuis que l'on a commencé à les documenter. Les volcans de boue sont des formes de relief causées par l'éruption de boue, d'eau et de gaz. Des poches de gaz se forment sous terre et remontent à la surface, pour finalement entrer en éruption et projeter de la boue partout. Ces volcans peuvent être assez dangereux. En 2006, un volcan de boue est entré en éruption en Indonésie et a recouvert d'une boue épaisse tout un village voisin. Pamukkale est une merveilleuse colline constituée de piscines thermales en gradins. Le nom de la ville turque se traduit par « château de coton ». Les piscines sont faites de travertin, un type de pierre calcaire qui donne à la colline son étonnante couleur blanche. De plus, cette pierre a des propriétés géothermiques qui font des piscines des sources chaudes. Il y a 17 piscines au total et toutes sont ouvertes au public 7 jours sur 7. Les températures vont de 35 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Elles sont en définitive des versions naturelles d'un jacuzzi. La légende veut que la chaussée des géants en Irlande du Nord ait été formée lorsqu'un célèbre géant irlandais a été mis au défi de combattre un géant écossais. La chaussée a été construite à travers la mer pour que les deux géants puissent se rencontrer. Lorsque le géant irlandais a vaincu son ennemi, le géant écossais est rentré chez lui en courant et a détruit la chaussée dans son sillage. Il ne reste que les prémices de cette chaussée au bord de l'eau. En réalité, l'étonnante formation rocheuse de colonnes imbriquées est le résultat d'une ancienne éruption volcanique. Les colonnes sont de forme hexagonale et forment un escalier naturel, allant de la mer d'Irlande au pied d'une falaise. Les colonnes les plus hautes font 12 mètres de haut. La chaussée des géants est la destination touristique la plus populaire d'Irlande du Nord, recevant près d'1 million de visiteurs en 2019. Au cœur des mines de Naica, au Mexique, se trouve la grotte des cristaux. Cette grotte est pleine d'énormes morceaux de cristaux de sélénite brillants. Le plus grand fait 11,2 mètres de haut. Ce sont parmi les plus grands cristaux naturels du monde. On pense que l'eau qui remplissait auparavant la grotte était incroyablement riche en minéraux, ce qui a permis aux cristaux de se développer au maximum de leur potentiel. Malheureusement, les touristes ne peuvent pas visiter la grotte des cristaux en raison de sa température caniculaire et de son humidité. Même les scientifiques doivent avoir un permis spécial pour entrer dans la grotte.
La rivière aux 5 couleurs est située dans la province colombienne du Meta. Connue localement sous le nom de rivière arc-en-ciel, ses eaux sont célèbres pour leurs couleurs saisissantes. La rivière est de couleur jaune, verte, bleue, noire et surtout rouge, de l'été à l'hiver. En raison d'un manque de nutriments, l'eau de la rivière est naturellement claire. Il est donc facile de voir une vie végétale diverse et colorée sur le lit de la rivière. Ce sont ces magnifiques plantes qui donnent à l'eau ses nombreuses couleurs. En Nouvelle-Zélande, tu peux faire un tour en bateau dans les magnifiques Waitomo Caves. Les parois des grottes sont luminescentes comme des étoiles brillantes dans le ciel nocturne. Mais ces lumières brillantes ne sont pas des étoiles, ce sont des vers. Ces vers luisants vivent dans les parois de la grotte et lui donnent son éclat caractéristique. Cette espèce particulière de vers ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Depuis des milliers d'années, les cheminées de fées se dressent en Cappadoce, en Turquie. Ces étranges formations rocheuses sont de hautes et minces flèches de roches qui ont été formées par de la lave. La plus haute cheminée mesure 40 mètres de haut. Depuis des centaines d'années, les humains ont creusé l'intérieur de ces rochers pour s'y installer. Aujourd'hui, tu peux visiter l'un des nombreux hôtels qui existent à l'intérieur des cheminées de fées. Wave Rock est un endroit très populaire pour faire une séance photo en Australie occidentale. Ce rocher géant, qui mesure 14 mètres de haut, a la forme d'une vague qui se brise. Des millions d'années de vents forts et de fortes pluies ont érodé le rocher pour lui donner la forme de vague qu'il a aujourd'hui. Ce rocher présente un mélange étonnant de couleurs rouges et grises causées par les minéraux emportés par les eaux. Le site de Wave Rock est devenu un terrain de camping célèbre en raison de sa proximité avec de beaux lacs et une variété d'animaux sauvages. Le parc géologique national de Zhangye, en Chine, a déjà été désigné l'un des plus beaux paysages du monde. Le parc est célèbre pour ses formations rocheuses multicolores, connues sous le nom de montagnes arc-en-ciel. Des couches de minéraux et de grès de différentes couleurs ont été lentement poussées ensemble pendant 24 millions d'années pour créer ce magnifique paysage. Au cœur d'une forêt dense, une personne entreprend une randonnée en forêt, s'enfonçant dans les profondeurs mystérieuses de cette nature sauvage. Mais il ne s'agit pas d'une promenade ordinaire à travers les bois. Elle va bien vite prendre un tour étrange, pour ne pas dire franchement inquiétant. Notre protagoniste, une lueur d'audace dans le regard, découvre un terrier caché dans l'ombre. La curiosité l'emporte sur la peur, et notre explorateur s'en approche. Ce n'est pas un terrier quelconque, c'est celui d'un renard. Et si c'était une mauvaise idée, et qu'il fallait mieux s'enfuir? Pendant la joyeuse saison printanière, lorsque la nature s'anime d'une énergie vibrante, les renards poursuivent toujours le cycle complexe de la vie. C'est à cette époque que les renards recherchent le confort de leur sanctuaire souterrain. Le reste de l'année, lorsque le monde alentour est luxuriant, le renard préfère se prélasser au soleil et passe tout son temps en surface, sauf lorsque le temps se gâte. C'est dans les conditions les plus défavorables qu'il se réfugie dans son terrier, à l'abri des intempéries. Ces terriers de renards ne comportent généralement que quelques entrées, parfois recouvertes de terre et de débris épars. Pendant les mois d'hiver, les renards s'affairent à creuser avec diligence de nouvelles galeries en prévision du printemps à venir. Parfois, parmi les vestiges de leur voyage souterrain, on retrouve des restes de renards morts, témoignant du cycle sans fin de l'existence au sein de ces complexes réseaux souterrains. Si l'on explore les environs d'un terrier de renard, on remarquera des traces fraîches de repas à l'extérieur des terriers pendant les mois d'avril à juin. C'est à cette période, lorsque les renardeaux enjoués honorent la forêt de leur présence, que l'on peut trouver des vestiges de leur festin, un signe certain de cette nouvelle vie qui se développe. À quoi ressemblent donc ces terriers? Après tout, ce ne sont pas les seuls animaux qui ont des tanières dans la forêt. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les terriers de renards, demeures impénétrables de ces êtres espiègles, sont généralement situés dans des zones où la verdure est abondante. Ces animaux peuvent se tapir sous les branches d'un arbre ou se réfugier sous d'imposants rochers. Si tu tombes sur un petit trou douillet qui semble taillé sur mesure pour un renard, et que tu humes cet arôme incomparable accompagné d'autres indices révélateurs comme des os éparpillés, c'est que tu as probablement découvert une tanière de renard. Hélas, mon curieux ami, il n'y a pas de recette infaillible pour savoir où ces rusés canidés choisissent d'établir leur tanière. Ils possèdent une étonnante capacité d'adaptation à divers environnements, qu'il s'agisse de prairies ouvertes, de forêts denses
ou même de l'impitoyable toundra. Imagine un peu, le terrier d'un renard se compose d'au moins 4 ou 5 parties. Il y a l'entrée principale, le tunnel d'accès, la tanière principale et une chambre secrète qui sert de réserve de nourriture. Selon la taille de la meute, il peut y avoir des chambres supplémentaires pour accueillir toute la famille de renards. Visualise maintenant l'ouverture de la tanière d'un renard. L'entrée et le tunnel d'accès forment un couloir qui s'enfonce d'1 à 3 mètres sous terre, connectant le monde extérieur au refuge douillet qui s'y trouve. Ah, mais ce n'est pas tout. Les renards, en administrateurs avisés, stockent tous les trésors qu'ils ont trouvés dans leur tanière. Oui, ils ont leur propre cache de nourriture où ils dissimulent toutes ces délicieuses trouvailles. Le nombre de chambres dans la tanière peut varier en fonction de la taille de la meute, car ces animaux rusés veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour mettre bas et élever leur adorable marmaille. Ils peuvent même creuser des tunnels supplémentaires et créer d'autres entrées, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Parlons maintenant d'affaires culinaires. Les renards sont des gourmets avertis qui stockent de la nourriture en grande quantité, prêts à affronter l'hiver et la saison des amours. Pour autant, ce ne sont pas des accapareurs. Ils mettent généralement de côté juste ce qu'il faut pour les temps à venir, étant donné qu'ils n'ont pas la chance de trouver une proie fraîche tous les jours. Les baies et les fruits ornent souvent leur garde-manger, tandis que ces carcasses délectables sont au centre de leur menu gastronomique. Tu es curieux de savoir si les terriers des renards sont proches les uns des autres? Si la terre est riche en nourriture et en eau douce, on peut parfois trouver 2 ou 3 tanières dans un rayon de 25 km². En revanche, si les ressources sont rares, il te faudra peut-être étendre tes recherches à un rayon de 50 km² pour trouver un terrier. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Les renards, fidèles à leur nature débrouillarde, ont souvent plusieurs tanières. Ils conservent leur tanière principale, souvent appelée tanière natale, et la valeur sentimentale qui va avec. En outre, ils gardent une tanière de secours pour faire face à des circonstances imprévues. N'oublions pas non plus leur capacité à s'approprier ou emprunter les tanières abandonnées. Ce sont des petits malins, n'est-ce pas? Parlons maintenant de ces merveilleux animaux. Les renards se déclinent en une multitude d'espèces, de variations et de tailles disséminées à travers toute la planète. Mais la vedette est le renard roux, que l'on trouve sur tous les continents, à l'exception des glaces de l'Antarctique. Si la plupart des renards préfèrent la tranquillité des paysages ruraux, ne sois pas surpris de les voir s'aventurer dans les zones urbaines et suburbaines, où leur chemin peut croiser celui de l'homme. Ah, les rencontres entre le renard et l'homme, c'est l'histoire de 2 extrêmes. Certaines âmes bienveillantes tentent de gagner la confiance de ces animaux, en leur offrant des friandises et en les amadouant. D'un autre côté, il y a ceux qui tremblent à la simple vue d'un renard, craignant leur nature féroce et farouche. Imagine maintenant ce scénario. Que se passe-t-il si un renard s'approche de toi ou même t'attaque? En règle générale, les renards ne constituent pas une menace pour l'homme et n'ont pas de mauvaises intentions. Ils préfèrent se régaler de petits mammifères ou de poules, réservant leur agressivité à la chasse ou à leur propre défense. Pourtant, des cas de confrontation entre humains et renards ont été signalés, parmi lesquels quelques incidents. Il est donc essentiel de connaître les mesures à prendre si un renard s'approche ou se jette sur toi. Les renards peuvent en effet être domestiqués. Pourtant, ils restent essentiellement sauvages, et leurs actes peuvent se montrer tout à fait imprévisibles. Ils peuvent embrasser temporairement la captivité, puis revenir à leurs instincts primaires lorsqu'ils se sentent acculés, menacés, tiraillés par la faim ou tout simplement effrayés. Naturellement, les renards nous considèrent comme des menaces potentielles, et il est dans notre intérêt de faire preuve de la même prudence. N'essaye jamais d'approcher un renard, même s'il semble amical et docile, car son tempérament peut changer en quelques secondes et te prendre au dépourvu. Évite les mouvements brusques et résiste à l'envie de te rapprocher, car cela pourrait agiter ou effrayer notre ami renard. Dans la plupart des cas,
Lorsqu'un renard aperçoit un homme à proximité, il prend rapidement la fuite ou se cache. Toutefois, si tu te retrouves à affronter un renard, la meilleure marche à suivre est de faire un pas en arrière et de lui laisser l'espace dont il a besoin. Si un renard persiste à s'approcher ou si tu en rencontres plusieurs à la fois, eh bien l'ami, éloigne-toi d'eux et laisse-leur leur territoire. N'essaye pas de les approcher ou de les nourrir, encore moins à la main. Laisse-les vaquer à leurs occupations de renard, pendant que tu les observeras de loin. Si un renard se retrouve piégé, par exemple en entrant dans ton garage, il est impératif de rester calme. Évite d'élever la voix ou de provoquer une agitation inutile, car cela pourrait inciter le renard à t'attaquer. Au contraire, reste silencieux, garde une distance respectable avec l'animal et offre-lui un moyen de s'échapper. Veille à ce que les portes et les fenêtres ne soient pas obstruées, afin de rendre au renard la liberté tant recherchée. En temps voulu, il s'échappera aussi vite qu'il est devenu. Toutefois, si la chance ne te sourit pas et que tu te retrouves dans la situation malheureuse d'une attaque de renard, n'oublie pas de garder ton calme. Abstiens-toi de lâcher ton chien dessus ou de le poursuivre. Laisse le renard s'en aller de lui-même. Si ce dernier persiste et refuse de reculer, un grand bruit ou quelques battements de main peuvent ne suffire à le faire fuir. Et tu peux maintenant profiter de ta balade la forêt. Es-tu un nageur aguerri suffisamment courageux pour piquer un plongeon dans n'importe quel océan ou n'importe quelle mer? Mauvaise nouvelle, il y a des endroits que tu ferais mieux d'éviter, même si tu sais parfaitement nager ou plonger. Certains de ces endroits présentent des récifs sous-marins dangereux, des marées et des courants puissants. D'autres sont célèbres pour les légendes concernant leurs monstres et leurs créatures mystérieuses qu'ils abritent. Alors plongeons dans ce panorama des horreurs aquatiques. As-tu déjà entendu le terme « stride » ? C'est une variante du mot « stride » qui est employé dans le Yorkshire et qui fait référence à une section étroite de la rivière Wharfe, qui est si petite que tu pourrais probablement l'enjamber. Mais ne te laisse pas duper par sa taille, c'est l'un des endroits les plus dangereux des environs, et le simple fait de faire un pas dans l'eau peut avoir des conséquences désastreuses. La Wharfe a un courant puissant, et comme le Stride est si étroit, il est d'autant plus fort dans cette zone. Le débit intense de l'eau a érodé le calcaire alentour, ce qui a créé des espaces creux beaucoup plus profonds que le reste du lit de la rivière. Et voici le secret, le courant a également affaibli les berges du Stride par en dessous. Ainsi, le sol sur lequel tu te tiens, à contempler cet écoulement rapide, n'est probablement qu'un fragile rebord suspendu au-dessus d'eau traîtresse. Il n'existe aucune trace de quelqu'un qui se soit retrouvé dans les eaux du Stride et qui ait réussi à en réchapper. Et le pire, tu ne te douterais jamais que ce ruisseau, à l'apparence innocente, puisse représenter un tel danger. On te conseille donc de t'en tenir à un plan d'eau plus sûr pour tes escapades aquatiques. Si tu cherches à t'évader le temps d'un week-end en Californie, Horseshoe Lake est l'endroit qu'il te faut. Il a tout pour lui. Des plages de sable, des sentiers de randonnée et des aires de pique-nique. Mais attends, il y a autre chose au-delà des apparences. Ce lac possède une face sombre, à savoir environ 40 hectares d'arbres morts qui l'entourent. Et il n'y a pas que les arbres qui aient été victimes de ce lac. Les tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1989 et 1990 ont libéré du dioxyde de carbone prisonnier du magma en fusion. Ce gaz s'est infiltré dans l'air, entravant toute forme de vie autour du lac. Aujourd'hui encore, Horseshoe Lake est tout aussi dangereux qu'il y a 30 ans. Ce qui le rend si effrayant, c'est que les niveaux de ce gaz toxique changent de façon imprévisible. Les panneaux d'avertissement qui sont jonchés partout pourraient certainement donner une touche d'épouvante à cette amusante randonnée sylvestre. À Kauai, dans l'archipel d'Hawaï, se trouve un groupe de chutes d'eau époustouflantes, qui était autrefois une destination populaire chez les touristes. Les chutes de Kipu, comme on les appelle, étaient autrefois un lieu privilégié pour la baignade et la plongée. Pour y accéder, il fallait effectuer une longue marche le long d'un chemin de terre, pour accéder enfin à une vue imprenable donnant sur une chute d'eau de 6 mètres de haut, et qui se déversait dans un bassin d'eau cristalline en contrebas. Mais depuis 2011, cette zone est interdite au public. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup d'accidents se sont produits aux chutes de Kipu. Bien entendu, sauter du haut de la cascade en serait la cause la plus évidente. Mais il existe des cas beaucoup plus mystérieux. Des témoins racontent que des nageurs profitaient paisiblement de l'eau en bas des chutes, avant d'être soudainement aspirés sous la surface. Aucune explication précise n'a jamais été trouvée à ces accidents.
Les locaux pensent que c'est l'esprit aquatique Moho qui serait à blâmer, car il n'apprécie guère d'être troublé par des touristes bruyants. Il existe aussi une théorie au sujet d'un puissant tourbillon venant du fond du bassin. Quoi qu'il en soit, les guides touristiques ne mentionnent plus les chutes de Quipu, et les intrusions y sont sévèrement réprimandées. Le trou de Samaesan, situé dans le golfe de Thaïlande, semble être l'endroit idéal pour les plongeurs en quête de sensations fortes, mais c'est aussi le plus dangereux. Avec un abîme de 85 mètres, c'est le site de plongée le plus profond de la région. Mais sa profondeur n'est pas la seule raison pour laquelle il est considéré comme un lieu à éviter. Il s'agit d'un carrefour de navigation important pour les pétroliers géants, et les puissants courants autour du trou rendent la plongée encore plus traîtresse. Et comme si cela ne suffisait pas, le trou de Samaesan abrite également des barracudas féroces, qui pourraient facilement s'en prendre à des plongeurs sans méfiance. L'eau y est si trouble que la visibilité est quasi nulle, ce qui rend difficile de repérer ces créatures marines agressives. En résumé, le trou de Samaesan est un endroit à couper le souffle, mais extrêmement dangereux et qui ne devrait être exploré que par des plongeurs d'expérience aux nerfs d'acier. Laisse-nous donc te parler de New Smyrna Beach, la capitale mondiale des attaques de requins. Si tu recherchais un lieu de vacances relaxant dans le comté de Volusa en Floride, tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois. Les eaux autour de New Smyrna Beach regorgent de poissons, ce qui attire énormément de squales. En fait, il y a eu tellement d'attaques de requins signalées dans cette région qu'elle a amplement mérité son titre de capitale des attaques de requins. Les chercheurs eux-mêmes ont prévenu que quiconque irait se baigner là-bas se retrouverait certainement en contact étroit avec au moins l'un d'entre eux. On parle d'une distance de 3 mètres tout au plus, et dans de nombreux cas, tu ne t'en rendrais même pas compte. Pour ne rien arranger, le requin bulldog, l'un des types de requins les plus dangereux et les plus agressifs, a été repéré dans ces eaux. Kauai figure une fois de plus sur notre liste. Une plage de la côte de Napali, appelée Anakapiai Beach, peut ressembler au paradis sur Terre à bien des égards, mais ne t'y trompe pas. Pour y accéder, tu devras arpenter un sentier rocheux extrêmement raide sur plus de 3 km. Il n'y a pas de sauveteur sur cette plage isolée. Donc si tu décidais de faire un plongeon dans l'eau, tu serais livré à toi-même. La plus grande menace pour ta sécurité, ce sont les courants d'arrachement incroyablement forts. Ils sont presque toujours présents, car il n'y a pas de récif qui protège ce rivage. Et si quelqu'un se retrouve pris dans l'un de ces courants, il n'y a pas d'endroit sûr où nager à des kilomètres à la ronde. La plage plus proche se trouve à 10 km. Crois-nous sur parole, Anakapiai Beach est loin d'être la plus sécurisée. Il est donc fortement conseillé de rester hors de l'eau si tu te rends un jour sur cette plage. Laisse-nous maintenant te parler d'un endroit qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'agit de Berkeley Pit, un lac artificiel situé à Butte dans le Montana. La première chose que tu remarqueras à propos de cet endroit, c'est son inquiétante couleur rouge sang, qui tend à mettre mal à l'aise. Tu serais peut-être tenté d'y faire trempette, mais ce serait une grave erreur. N'y touche même pas. Cette eau est incroyablement dangereuse en raison des métaux lourds qui y sont présents, comme le cadmium, l'arsenic, le zinc, le plomb et le cuivre. Ils proviennent des roches qui entourent le lac et rendent ces eaux extrêmement acides. D'ailleurs, cet endroit était autrefois une mine de cuivre à ciel ouvert, ce qui explique sa couleur. Alors si tu veux notre conseil, évite cet endroit, comme la peste. Il y a 3 lacs en Afrique qui sont peut-être les endroits les plus dangereux de tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Les lacs Monoun et Nios au Cameroun et le lac Kivu au Rwanda sont comme des bombes à retardement prêtes à exploser. Ils se sont formés au-dessus de gisements souterrains de roches en fusion. Et parfois, ces roches libèrent des gaz toxiques, tels que le méthane et le dioxyde de carbone, directement dans l'eau. Lorsque cela se produit, ces gaz peuvent s'accumuler jusqu'à jaillir soudainement de l'eau, créant de puissantes vagues capables d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce type d'éruption est connu sous le nom d'éruption limnique, et elle est susceptible de libérer un nuage de gaz toxique qui peut être nocif pour tout ce qui se trouve à proximité. Le plus terrifiant, ces explosions peuvent se produire à tout moment, et sans aucun signe précurseur. Donc si tu te trouves un jour près de l'un de ces lacs, tu ferais mieux d'être aux aguets, car on ne sait jamais quand la prochaine peut se produire. Peut-être connais-tu d'autres endroits que tu ne recommanderais sûrement pas pour une baignade relaxante? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.